C'est parti? On y va? Je suis un peu excité et un peu stressé à la fois. Donc je regarde tout et je dis des trucs sur tous les jeux, c'est ça? C'est ça. Il y a plein de choses. Ah, est-ce que... C'est marrant parce que j'ai envie de fouiller maintenant, ça y est. Ah, ça c'est un truc que je peux pas... Oh, il y a Sea of Clouds, parfait. J'ai le mec qui cherche des jeux, il y a les siens, il les voit pas. Sea of Clouds, c'est mon deuxième jeu. Sorti chez Yellow en 2016, illustré par Miguel Coimbra. C'est le jeu qui me fait dire que je veux devenir auteur de jeu. Parce que je fais le premier Shinobi Wata, qu'on verra peut-être si on le trouve. Je crois qu'il est là. Un peu par hasard, un peu par chance, j'ai pas prévu de faire des jeux à ce moment-là. Et quand je le fais, j'ai un truc un peu branleur mais un peu naze. J'ai un peu une obsession de me dire, est-ce que je suis capable de le refaire ou est-ce que j'ai juste eu de la chance? Et là où Shinobi, ça va vite. Sea of Clouds, je cravache, je fais plein de protos, tout est nul, là, rien qui va. Et à un moment, j'ai cette idée de mécanique de draft, un peu particulière, reprise de Magic, et je bosse dessus, je le présente à Yellow. Ça marche pas, il le refuse. Je continue de bosser dessus, je le représente, ça plaît un peu. Et là, il y a un truc qui me satisfait, parce que je bosse pour Yellow à l'époque, dont on voit pas le logo, parce qu'il est que en vernis sélectif. C'était un peu classieux. C'est comme moi, je suis chef de projet pour Yellow, j'ai pas envie d'avoir un passe-droit et de me dire ouais, plus tard je vais regretter en me disant Sea of Clouds ça a été édité parce que c'est moi et pas parce que c'était bien. Et donc je le présente au service commercial anonymement. Je viens les voir à la fin, je fais bah voilà, on a un proto, on hésite à le signer. Ça s'appelle le jeu des pirates, Treasure Chest, je crois que ça s'appelait, je sais plus. Ah bah je vous le montre, vas-y, on joue. À la fin ils font ah c'est bien, faudrait le faire. Je fais oh c'est moi en fait. Voilà. Donc pas de passe-droit sur Sea of Clouds, j'ai vraiment bossé dessus. Enfin j'ai vraiment bossé dessus. Je mérite ma place, mais pas loin, quoi. Ça y est, j'ai envie de parler de tous les jeux. Ah, j'ai une anecdote débile sur Skull and Roses, qui est devenu Skull par la suite, de Hervé Marly, chez lui-même. C'est ma découverte débile du service après-vente. Donc c'est un jeu, je vous montre un peu le matos. Pardon, je vais vous faire des plans pas prévus, mais... Dedans, donc c'est un jeu incroyable. C'est la première édition qui est très jolie, illustrée par Rose Kipik. Et on a nos petits sous-bocs, et l'idée c'est qu'il y en a 3 avec des fleurs et 1 avec un crâne. Je vous explique pas toutes les règles parce que trop ça va être long, mais c'est important, ces sous-bocs, il faut qu'ils soient impossibles à distinguer. Et à un moment, pendant une soirée étudiante, tac, il y en a un, il se plie, grosse trace au milieu, on peut plus jouer avec, quoi. Moi, étudiant et n'ayant pas conscience de la méthodologie habituelle de contacter les maisons d'édition pour avoir un sous-boc, j'ai fait, bah ok, bon, on plie les 4 autres. Donc on les a pris un par un en faisant vraiment la bonne pliure, et on les a tous pliés, on a joué avec un Skull and Roses plié pendant des années. Que j'ai offert à un copain et je regrette parce que j'aimerais bien l'avoir encore pour me dire oh, c'est le Skull and Roses plié de la bonne époque, quoi. Ah, j'ai un fun fact sur Tout là-haut que vous ne connaissez pas. Pouvez-vous deviner ce fun fact sur Tout là-haut? C'est moi qui ai fait la direction artistique de ce jeu chez Yellow, illustré par Vincent Dutré. C'est un des rares projets que j'ai mené en tant que chef de projet chez Yellow où il y avait de la direction artistique. Tant que t'as pas fait la direction du jeu tout court. Ouais, c'est compliqué. C'est un jeu où on n'était pas tous d'accord dans l'équipe pour le faire ou pas. C'est la reprise d'un jeu qui était édité par Crash Games qui s'appelait Yardmaster Express, qui était une version épurée d'un jeu qui s'appelait Yardmaster, qui est devenu Aramini Circus, de Steven Aramini, justement, chez Yellow, qui est l'autre jeu sur lequel j'ai fait la direction artistique. Peut-être qu'on le verra, je suis pas sûr. C'est pas des jeux qui sont trop restés, mais content d'avoir bossé dessus, c'était chouette. Une belle époque, cette époque chez Yellow où j'ai été chef de projet pendant 1 an, après avoir géré leurs événements et le service après-vente. Ah, je peux pas... Oh là là. Et les vidéos du vendredi? Les vidéos du vendredi, très bon format de vidéo qui est resté un peu, mais qui est un peu différent. J'ai une très belle anecdote sur Tobago après. Où le point de départ de la vidéo du vendredi chez Yellow, c'était avec Patrice qui était le patron, et Mathieu Bonin qui faisait la com. On faisait des vidéos où on prenait un appareil photo. Le vendredi, on faisait « Coucou, c'est la vidéo du vendredi ». Et moi, je me baladais dans les locaux en disant « Coucou Gabriel, sur quoi tu travailles ?»« Ah, montre pas, c'est secret !»« Ok, Ludovic, tu travailles sur quoi ?»« Oh, je relis les fichiers de tel jeu. »« Ok, super. Et à la com, vous avez fait quoi cette semaine ?»« Ok. » Fin, uploadé sur YouTube, fin du montage. Ça tremblait de partout, c'était vilain, il n'y avait rien de préparé, c'était hyper sincère. Et ça a bien marché, les gens avaient vraiment adoré à l'époque. Et ça m'avait donné un espèce, mais vous le savez, vous tous qui êtes derrière les caméras là, mais il y a un truc un peu magique de l'image parce que ça m'avait donné une petite notoriété étonnante dans le monde du jeu. Attends, j'ai un souvenir avec Ludovic Papaïs, qui était chef de projet et qui était souvent dans la vidéo. On est à la Japan Expo à Paris, et il y a quelqu'un qui vient nous voir en disant « Pardon, excusez-moi, je voulais vous dire... » Vraiment, il y a un truc de « Pardon, on est personne, c'est la Japan Expo, il y a des vrais stars, quoi. J'adore les vidéos du vendredi de Yellow. » Il y a vraiment un truc de « Ok, random mais cool. »
Tobago de Bruce Allen, auquel je fais une seule partie catastrophique, donc je sais pas si j'aime ce jeu, mais à un moment j'ai fait avec la barricadée Dorine une espèce d'émission portée par Janvier TV, qui est un streamer absolument magnifique qui fait des espèces de jeux télé sur Twitch, très drôle. Et c'était un jeu de... Pardon, j'en ris de mémoire. C'était un jeu sur la majorité, il fallait trouver des trucs, etc. Et c'était un peu une famille en or en direct. Les gens dans le chat votaient en même temps et nous, il fallait qu'on trouve les réponses qui allaient être le plus données. Et il y a une question, c'était genre le jeu auquel vous avez le plus joué ou je sais plus, un truc où il faut trouver un titre de jeu, quoi. Et je réfléchis et vraiment, il y a le stress, il y a un chrono, je suis au bout de ma vie, j'ai pas d'idée. Et le premier jeu qui me vient à l'esprit, c'est Tobago, auquel j'ai jamais joué. Et vraiment, les réponses étaient genre Dixit et le Monopoly, quoi. Et vraiment, moi, je me dis, je sais pas, Tobago. Voilà, le stress. Oui, ça sera coupé au montage parce que c'est moyennement intéressant, mais The River, Adrien Martineau de Days of Wonder m'avait dit, un jour, je te ferai une version fan-made que pour toi, il y aura écrit Theo River, et il l'a pas fait. Voilà, une anecdote extrêmement bof, comme le jeu. Des jeux moins bien. Trouve des jeux moins bien, mais j'aime bien les jeux, moi, souvent. Simon, t'es derrière la caméra, mais tu peux dire que tu partages le fait qu'Innovation est un des plus grands jeux de tous les temps. Oui, je peux le dire. De Karl Chudik, c'est laid comme le cul. Ça a un gros défaut, c'est que votre première partie, elle est horrible, vous comprenez rien. La deuxième, elle est pas terrible, vous comprenez pas grand-chose. La troisième, elle est vraiment pas mal. Et la quatrième, c'est le jeu de votre vie. Donc, faut un peu insister, notamment parce que je peux montrer un peu le matos, mais les cartes, elles sont... C'est un peu vieilli aussi. Je sais pas quelle année ça sort. 2011. Mais les cartes, elles sont absolument illisibles. Il y a des pictos de partout, il y a du texte encore texte 8, écrit en blanc sur jaune. Vraiment, c'est un truc qui donne pas trop envie. C'est brillant, c'est incroyable. Et des fois, je pense à Innovation avec tristesse en me disant ok, aujourd'hui, il y a tellement de jeux qui sortent. On n'a tellement pas le temps de jouer à tout. Il y a tellement un truc un peu de l'influence où on espère que les personnes qui vont parler des jeux vont en parler assez vite et dire des trucs que demain sort Innovation, alors que pour moi, c'est majeur, c'est formidable sur ce qui se passe. Tout le monde dit que c'est nul. Parce que tout le monde fait une partie, et moi le premier, je fais une partie, je me dis c'est quoi cette bouse, c'est incompréhensible, et jamais j'y rejoue. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je fais le boomer de ouf, mais il y a un espèce de truc de je peux plus m'autoriser en termes d'autorat et de création, de faire des trucs qui seront pas immédiatement bien ou qui montreront au moins à la fin de la partie pourquoi est-ce que c'est bien, parce que les gens vont pas insister si ça leur plaît pas. Et c'est un peu triste, mais en même temps c'est un peu comme ça. La conclusion nulle. C'est un peu triste, mais ça va, en fait, c'est pas si triste. Comme vous voulez. Le meilleur jeu de Ludovic Maublanc. Première édition, c'est un peu classe, quoi. Cash and Guns, que moi j'adore. C'est encore trouvable en boutique, l'édition Kovalik ? Non. Ouais, qui est revenu sous une version Harry Potter. Et ici, on déteste J.K. Rowling, donc j'ai pas eu envie d'y jouer spécialement. Qui s'appelait Stupéfix, qui était pourtant, en termes de game design, pas mal. Cash and Gun, c'est régressif de ouf, mais c'est merveilleux. C'est du jeu de bluff. C'est l'édition où ils n'ont pas le petit bout orange. On va se pointer dessus avec des pistolets en mousse. Et c'est un Mexican standoff. On fait 1, 2, 3, on se pointe tous et tout le monde me pointe là, vraiment, alors que j'ai rien fait. Et on choisit soit on reste debout, on n'a pas peur, puisqu'on peut avoir chargé nos pistolets à blanc, soit on tire pour de vrai et on a des blessures, on peut se faire éliminer. C'est brillant en termes de scénographie parce qu'il y a cette espèce de truc de 1, 2, 3 et blam, tout le monde se pointe avec les pistolets. En termes de jeu, c'est limpide, ça s'explique en 10 minutes chrono. Vraiment, c'est formidable. Ludo Maublanc, un des rares jeux qu'il a fait tout seul. Dans ses premiers, je pense que c'est son deuxième jeu. Le premier, c'est Monstropholise, le bal des monstres, chez TF1 Games avec Chris Bollinger. Chez Repoprod, avec les illustrations de Gérard Mathieu dans la première édition, que moi je trouve délicieusement rétro, quoi. Moi, ça me rappelle le Mickey Magazine, donc ça me fait un truc. Vraiment, si vous n'avez jamais joué à Cash and Guns et que vous vous dites, je sais pas, ça a l'air bof, c'est vieux, vraiment un excellent jeu. Anec bof, parce que c'est le leitmotiv de cette émission. À un moment, il a fallu que je bosse sur l'extension avec Ludo qui s'appelait Team Spirit, en tant que chargé de projet chez Repos Productions. Et c'était juste après les attentats de Bruxelles. Je vais à Dijon pour bosser chez Ludo, on teste des trucs, etc. Je rentre, je passe par Paris, il y a des portiques de sécurité de ouf. Dans mon sac, j'ai une armada d'armes en mousse. J'ai une mitraillette en mousse, j'ai des pistolets en mousse, j'ai un bazooka en mousse, j'ai un couteau en mousse. Je me dis, le mec, il va le mettre dans la machine à Rimworks, il va me buter en fait. Il va voir le truc, il va faire « Ouah !» il va me plaquer au sol, je vais mourir
horrible manière de mourir. J'aime beaucoup Cash and Guns, mais je meurs pas pour Cash and Guns. Et puis donc, un peu, je suis arrivé, j'ai fait « Pardon, il y a des armes en mousse dans ma valise. » Et le mec m'a renvoyé genre fort « Oui, oui, dégage. » Et puis j'ai pas été tué. Voilà. Mais jouer à Cash and Guns. Jouer à tous les jeux dont je vais parler, en fait. C'est le principal, quoi. King Domino, c'est... Oh, King Domino, si, je peux dire un truc. C'est que c'est une des rares fois sur les néoclassiques où j'étais déjà un peu dans le milieu et je connaissais déjà Bruno et donc on a joué au proto. Et donc j'ai vécu ce que les copains m'ont raconté notamment sur Seven Wonders, que moi était déjà édité quand j'ai commencé à fréquenter Antoine Boza. Mais à un moment, j'ai vu Bruno, il avait le proto et puis on a joué à ça. Et vraiment on a tous fait genre « Oh Bruno, c'est vraiment très bien quand même là, ton truc quoi. » Et c'est je rêve qu'à un moment ça m'arrive en tant qu'auteur, que j'arrive avec un proto et que tout le monde autour de moi soit genre « Putain frérot là, tu tiens un truc ?» Et c'était hyper presque émouvant de voir un peu l'éclosion d'un truc où on s'est tous dit ça va tout défoncer et puis on s'est pas trompé pour le coup. C'est jamais arrivé jusque-là justement? De mon côté tu veux dire? Ouais. Je crois pas. Après moi j'ai peu confiance en moi aussi donc peut-être que les gens m'ont dit waouh ça c'est vraiment bien et je l'ai pas ressenti. Et puis j'ai rien fait d'aussi fort que King Domino quand même pour le coup. Ok, on passe à la table de l'enfer où je vais rester 2 heures pour parler de tout. Oh là 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 là, par quoi je commence? Je commence par le début. Aurora Arkham de Richard Lonius et Kevin Wilson dans cette édition. Je pense qu'il n'y a pas Kevin Wilson au début. Et c'est marrant parce que ça vient de chez Simon et c'est l'édition auquel j'avais aussi. Et Aurora Arkham, paradoxalement, c'est le premier jeu de société contemporain auquel je joue beaucoup. Moi, on en parle après, mais je suis un joueur de Magic. Et à un moment, je me souviens que j'ai mon pote Fabien qui me dit « Oh, le dimanche, on joue à un truc, là, ça s'appelle Arkham Horror. C'est incroyable, attention, c'est des parties de 5 heures, on passe la journée dessus. » Et moi, j'ai un espèce de truc de « Oh, ça a l'air trop bien de jouer 5 heures à Aurora Arkham, là. » On joue extrêmement mal parce que cette édition, c'est l'édition avec la grosse erreur de traduction de Edge, où il y a 2 termes en anglais, c'est Fight and Combat, et ils le traduisent par combat et combat. Donc le jeu régulièrement ne fait pas sens. mais exceptionnel jeu, beaucoup trop long. Je pense qu'aujourd'hui, jamais je joue 5 heures à Aurora Arkham où tu lances des dés et tu fais des échecs alors que c'est pas trop prévu. Mais à l'époque, il y a cette espèce de truc un peu du jeu événement. Et on se retrouve à acheter une boîte avec Elodie et à inviter les copains à dire « Tu veux venir jouer à Aurora Arkham à la maison ? Attention, ça dure toute la journée, hein, on va faire que ça, quoi. » Et j'adore ce truc, c'est vraiment des très très bons souvenirs, de très bonnes soirées, de très bons moments. J'achète un peu les extensions, mais on joue pas trop avec. Mais vraiment, c'est un des trucs qui m'amène à jouer aux jeux de société contemporains. Et je pense que c'est aussi pour ça que des fois je suis saoulé par les gens qui ont un peu ce truc de « Alors, vous voulez découvrir le jeu de société contemporain ? Attention, les jeux compliqués, c'est compliqué. Il faut d'abord jouer à King Domino. Une fois que vous aurez compris King Domino, vous pouvez jouer à Seven Wonders Architect. Après à Seven Wonders normal. Et enfin à Terraforming Mars. » Non, 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 non. Si jamais vous voulez jouer à des gros jeux, jouez à des gros jeux dès le début. La seule question, c'est est-ce que vous êtes prêt à investir un peu de temps et un peu d'énergie ? C'est plus facile de jouer à King Domino qu'à Terraforming Mars, évidemment. Quand on n'a jamais joué à un jeu contemporain de sa vie, c'est un peu compliqué de comprendre les règles de Terraforming Mars, mais il ne faut pas un bac plus 15 en ingénieur non plus, quoi. Donc c'est à la portée de tout le monde. La preuve, on a commencé par Aurora Arkham dans mon groupe. Bon, le livret de règles, il est vénère, quoi. En plus de ses erreurs de traduction, je sais pas si... Voilà, il fait un bon 24 pages écrits en 3 colonnes par page et encore de texte 8, non peut-être 12. Vénère, quoi. Cette page-là, elle te dit pas « Bienvenue dans le monde du jeu contemporain, ça va être facile ». Mais comme on avait envie et qu'on était déter, ça nous a pas bloqué. Jolie proute de boîte. Vous vouliez pas faire avec Martin un concours de proute de boîte, une vidéo de compétition, non? C'est pas toi qui voulais faire ça, sinon? Où j'ai vu... Ah non, c'est... Ça doit être Maxime. Non, c'est sur un festival aux US où ils font ça. Ils font une compétition de proute de boîte, chacun vient avec sa boîte, et tout le monde est un peu genre... Alors, c'est parti. Oh, nul, 1 sur 10. Je mets les choses par terre, mais... j'ai envie de parler de tout pendant des heures. Vous n'avez certainement pas joué à 50 missions de Ken Grull. Si vous avez joué à 50 missions de Ken Grull. Tu crois que les gens, ils ont joué tous? Oh, j'espère. Ça a marché ou pas? Nous, on en a parlé énormément. C'est merveilleux. C'est un jeu coopératif de combinaison de cartes. Tout simple. On n'a pas le droit de parler. On a 4 piles de cartes. Il faut réussir à défausser des cartes avec des contraintes pour réussir à faire les objectifs qui sont en haut. Vraiment, c'est un jeu... Et je sais que c'est un peu galvaudé aujourd'hui dans le monde du jeu, on a tendance à dire c'est un peu addictif. Mais c'est un jeu où quand tu fais une partie, t'es un peu genre vas-y, on en refait une, quoi. Et je me suis retrouvé dans des soirées à jouer à 50 missions 3, 4, 5, 6 fois d'affilée parce qu'on était à fond dedans et qu'on voulait réussir à faire
50 missions, ce qui tire le nom du jeu. Pour moi, c'est vraiment un jeu où régulièrement, je le vois dans ma ludothèque, je fais des soirées jeux avec des copains, des copines, et je suis un peu genre, on ferait pas un 50 missions? Et donc ça ressort régulièrement chez moi. Et c'est un principe de game design que j'aime bien et que j'ai pas vu repris dans beaucoup d'endroits. Pardon, c'était une dure phrase à faire. Mais on a un proto avec Kaedama où on est en train d'essayer de le reprendre, où le but c'est de faire 50 missions. À un moment, quand on a fait un truc genre 18, la partie se débloque et t'as un peu une extra life, quoi. C'est la ressource principale du jeu coop, c'est les cartes qu'on a, et si jamais on arrive à passer un certain palier, on remélange toutes les cartes et on peut y retourner. Donc c'est impossible de faire 50 missions avec le deck de départ, mais le but premier c'est de faire genre 18 missions, et là bam, on débloque le fait de pouvoir essayer d'aller jusqu'à 50. Et j'aime bien cette espèce de truc de on avance, on avance, on avance, on passe un palier et on remet une pièce dans la machine. Ça en fait que c'est un jeu qui dure des fois 20 minutes et des fois 45, mais vraiment j'aime bien cette idée-là. Ils sont tombés dans le problème classique, moi je trouve, des maisons d'édition qui ont un jeu qui marche. Ils ont fait 50 missions plus dures, je sais plus comment ça s'appelle. Ça se complique, une boîte bleue, bah c'est pareil en moins bien en fait, quoi. J'ai l'impression un truc qui arrive tout le temps dans le milieu et moi ça me saoule de ah il y a notre jeu il marche, on fait une version gamer un peu plus compliquée. Bah, c'est toujours moins bien en fait. Moi j'aime bien ces jeux parce que ils ont une élégance dans leur simplicité. 50 missions c'est 100% le cas. Oh, je voulais pas un truc plus complexe, quoi. Bon, je l'ai quand même acheté, donc ils avaient peut-être raison de le faire, mais ça m'a pas plu. Je parle de Magic tout de suite parce que je le vois, et après, si je parle pas de Magic, c'est le père fondateur de plein de trucs. Moi, Magic, j'y viens pour une raison que j'arrive pas à complètement comprendre, et en même temps, j'ai la jeunesse très précisément dans ma tête, qui est, je suis au collège. Je rentre au collège et il y a des clubs. Et je suis déjà un gros geek, évidemment, et il y a un club jeux d'échecs. Donc je me dis, vas-y, je vais faire des échecs parce que je suis un geek et que les jeux, ça me donne envie, quoi. J'ai pas trop joué quand j'étais enfant, par contre. C'est pas un truc que j'avais pas la passion du jeu de société dans ma famille, mais je sais pas, il y a un truc, c'est dans le package des gros geeks, je vais faire des échecs, quoi. Je m'inscris à ça et là, je découvre que les échecs, c'est plus des mathématiques et de la mémoire que du jeu. Même si évidemment il y a de la stratégie, hein. Je ne dénigre pas les joueurs d'échecs et les joueuses d'échecs, mais ça m'amuse à peu près 0 sur 10. Vraiment, ça me plaît pas. Et là, il y a un prof de techno, je sais pas si c'est une matière qui existe toujours, qui d'un coup dit « Ah, moi je monte un club, la légende des 5 anneaux, le jeu de cartes à collectionner. » Parce qu'il était, je sais plus, un truc zinzin, genre champion d'Europe ou champion de France de la légende des 5 anneaux, quoi. Je m'inscris à ça, c'est que des grands, moi je suis le seul petit sixième à faire ça, et je découvre les jeux de cartes à collectionner. Trop bien, on a des... Je suis déjà aussi un peu un fan du Japon, un peu weeb j'adore ça, et donc on joue de l'espèce de Japon fantasmé par des Américains, il y a des Nezumi, il y a le clan du crabe, c'est trop bien, et je joue à ça, j'adore, quoi. Et là où il y a un truc où je sais pas, point de bascule, on joue tous à Magic. Vraiment, on pourrait acheter des boosters de L5R, mais je sais pas. Magic est plus fort en termes de marketing, alors qu'il y a déjà un peu Pokémon et il y a déjà pas mal Yu-Gi-Oh! Mais non, on se retrouve à tous jouer à Magic. Et donc, avec mon petit argent de poche, j'en avais pas beaucoup, j'achète un booster de temps en temps, je vais dans la boutique, Excalibur à Poitiers, où on était à l'époque, ça a changé, mais très mal reçu. C'est plus les mêmes proprios, il paraît que c'est vraiment super maintenant. Mais je me souviens, moi, gamin, j'y allais, le mec, il était toujours au téléphone en train de débriefer des trucs. J'étais un peu genre, bonjour, je peux acheter mon booster pour 3,50 €. Donc je pense que j'étais le pire client, il s'en foutait, donc il était toujours désagréable avec moi de 12-13 ans. Mais je commence à tomber dans Magic. Et Magic, c'est une passion qui est dévorante. Donc je joue, j'achète plein de cartes, je suis à donf. Ma mère, qui était super sur ça, nous amenait avec la petite clique de collégiens. Elle venait nous chercher, elle faisait le tour des petites maisons de ma campagne. Elle nous amenait à la grande ville à une demi-heure de route pour qu'on fasse les tournois de Magic. Elle nous laissait et elle revenait le soir même pour aller nous chercher. Donc je commence à faire plein de tournois, à être investi. Et ça a un impact sur ma vie qui est monumental, quoi, en termes de jeu, parce que je découvre aussi le jeu grâce à ça. Et en termes de vie, parce qu'à un moment, je deviens, c'est une longue anecdote Magic, hein, mais arbitre de Magic. Parce que dans les tournois, fondamentalement, comme c'est un jeu complexe, il faut qu'il y ait des gens qui soient un peu garants et garantes des règles. Et donc, je passe un espèce de diplôme pour être arbitre. À l'époque, c'était un peu plus complexe, mais j'étais niveau 1, qui est assez accessible. Et puis, à un moment, je passe arbitre niveau 2. Donc, c'est arbitre qui fait des gros tournois. Je me retrouve à être arbitre en chef de tournoi de 100, 120 personnes, à gérer des gros trucs, des équipes et tout. Et vraiment, c'est fondateur dans ma vie, parce que 1, ça m'apprend le travail d'équipe, 2, ça me remet le jeu un peu en tête, 3, à un moment, je me suis tapé des documents débiles avec toutes les règles, tous les trucs à faire en cas de tournoi, de la philosophie sur comment est-ce qu'on gère telle situation, comment ça se passe, des séminaires avec des gens où on blablatait sur les règles. Vraiment, c'est hyper important et ça prend une place monumentale. Et je pense que quand je suis recruté par Yellow à l'époque,
Mon CV, il est nul, j'ai 22 ans, j'ai fait des petits boulots étudiants, quoi. Et je dis je pense, mais en fait j'en suis sûr parce que j'en ai parlé avec eux. Un des trucs qui fait la diff, c'est j'ai été arbitre de Magic et j'ai été organisateur de tournois. Ce que Patrice Boulet et Cédric Barbet ont aussi été les deux patrons de Yellow. Et donc il y a un truc ils reconnaissent un peu ce truc-là, ils se disent ouais, ça apporte une confiance dans son travail. Et donc je me retrouve à faire ça et trop bien, quoi. Et aujourd'hui j'ai repris Magic il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an à peu près, où je continue de regarder l'actu parce qu'en termes de créativité, ils réinventent des mécaniques de jeu tout le temps et c'est régulièrement brillant. Vraiment, c'est une équipe qui est hyper forte, je trouve, sur ça. Et on faisait un week-end Magic à la cafetière, l'atelier que je fréquente régulièrement à Valence. Et je jouais avec des cartes imprimées à l'arrache, on s'en fout, on est entre copains. Et je me souviens vraiment je suis dans le train du retour. Et d'un coup, j'ai un espèce de truc, mais comme une envie de pisser, je veux des cartes pour de vrai, quoi. Je veux reposséder des cartes, quoi. Et donc je suis retombé dans la collecte, dans le truc. J'en achète, on m'en offre, machin. C'est un plaisir sans fin. C'est aussi une source de dépenses sans fin, mais tant pis. Et vraiment, c'est un très très grand jeu. Et c'est encore possible de commencer à le découvrir aujourd'hui. On dirait que je suis une vidéo promotionnelle Wizard. Vous hésitez à jouer à Magic? Commencez dès aujourd'hui, dans votre boutique de jeux. Mais c'est encore vraiment toujours bien, entre autres parce qu'il y a un nouveau format qui s'appelle le Commander, qui est un peu le format joué par pas mal de monde maintenant, qui est un format qui est très très chouette et facile à rentrer dedans, moi je trouve. Magic pour toujours, Richard Garfield, meilleure personne. Je l'ai rencontré une fois, 2 fois d'ailleurs. En bossant chez Yellow, une fois j'ai une photo, je pourrais peut-être la retrouver, absolument cringe, de moi qui lui tiens l'épaule pour faire une photo à SN, et tu sens que lui il est un peu mal à l'aise que je lui tienne l'épaule. Et à l'époque, quand on a fait Sea of Clouds et quand on a fait Sticky Chameleon chez Yellow, comme Richard Garfield c'était quelqu'un d'important dans la boîte, il a fait King of Tokyo avec Yellow, et il y avait Bunny Kingdom d'ailleurs après, mais il y avait une forme d'amitié entre tout le monde. Il lui avait envoyé le proto de Sea of Clouds et de Sticky Chameleon pour qu'il fasse des retours. Et il avait bien aimé les deux, il avait fait des gentils retours, etc. Ponctuellement, je lui envoie des mails un peu, genre « Bonjour Richard, j'espère que vous allez bien ». J'adorerais faire un truc avec lui, mais j'oserais jamais demander. Mais Magic, le jeu de la vie, très très clairement. Je cherche des transitions, elles sont naturelles, c'est fou. On reste chez Yellow avec Détective de... Là, vous pouvez me reprendre sur ma prononciation du polonais, parce que je le fais pas bien, je crois, mais Ignace Trevechnek. Il y a un tutoriel sur YouTube d'une américaine qui fait un tutoriel de comment bien prononcer les noms des trucs. Elle fait plus maintenant, mais elle fait des tutoriels sur comment bien prononcer les trucs difficiles à prononcer pour des Américains et Américaines du monde du jeu. Et elle en a fait un sur Ignace. C'est là où j'ai appris d'ailleurs que c'est pas Ignacy, mais plutôt Ignace. Toujours dans les anecdotes bof liées à ça, mais Portal a fêté, donc c'est un jeu édité par Portal Games, localisé par Yellow. Et Ignace est le patron de Portal. Et à un moment, Merrick et son épouse et son associé m'ont envoyé un message genre « Ah, c'est les... j'ai plus 20 ans ou 25 ans de Portal, est-ce que tu peux faire une vidéo de bon anniversaire? On va faire une compile avec plein de gens du monde du jeu. » Je fais pas de soucis. Ah bah voilà comment on le dit en polonais. Et elle m'envoie un bloc de texte et vraiment j'ai aucune idée de comment ça se prononce, quoi. Et je lui dis bah cool, avec plaisir, tu peux me faire un petit tuto sur comment on prononce? Et elle me l'a envoyé en vocal et j'ai essayé bien un quart d'heure et je ne comprenais rien. C'est tellement pas comme le français sonne ou l'anglais sonne que vraiment j'étais perdu et je l'ai fait en anglais comme un loser. Détective, un jeu d'enquête moderne. Bon, en fait, j'ai pas 1000 trucs à dire à part que c'est exceptionnel, jouez-y, c'est pour moi le meilleur jeu d'enquête de très loin. En partie parce que, en fait, on le voit, c'est écrit scénario de, et là j'ai pas de tutoriel sur la prononciation de ces deux personnes, mais Monsieur Rimmer et Monsieur Lapotte. Et donc il y a des vrais auteurs qui sont des auteurs de polar, si je dis pas de bêtises, qui ont écrit le scénario. Et ce qui fait que, étant des jeux comme Détective, comme tous ces jeux d'enquête dont moi je suis hyper friand, c'est le scénario qui fait le jeu. La méca, même là, est parfois un peu pas terrible, des fois un peu lourdingue. Ça a été mieux digéré après par d'autres jeux. Donc c'est vraiment pas pour la méca, mais le scénario, j'ai un souvenir, mais on était à Donf, on avait un tableau en liège, on collait les trucs, on était comme des fous. C'est zinzin, en partie parce que c'est 5 scénarios, je dirais, de mémoire, 4 ou 5. 5 avec un fil rouge scénaristique qui relie les différents scénarios. Et... Vous aviez les Polaroids? Non, on n'avait pas eu le goodies. Ouais, il y avait le goodies avec les Polaroids qui était trop bien là. C'est fou avec les Polaroids. Non, nous on prenait des notes, on avait des post-it et tout. Et vraiment, c'est la vraie sensation de on est en train de mener une enquête, on a notre petit bureau, quoi. J'avais fait ça avec Elodie et nos potes Gabriel et Guylaine. Et je me souviens que vraiment, il y avait un endroit de leur salon qui était réservé à Détective pendant le mois et demi auquel on avait joué à ça. Ce qui est mon... Quand je conseille ce jeu à des gens, et je le conseille régulièrement, c'est
attention, c'est assez exigeant en termes d'enquête et en termes d'implication. Ne faites pas un scénario mois 1 et un scénario 3 mois plus tard, parce que vous allez rien piger, il faut le faire un peu d'un coup. Et vraiment, par contre, c'est formidablement bien écrit, c'est des vraies belles enquêtes, c'est très 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 bien. Je ne sais pas à quel point aujourd'hui, c'est toujours le meilleur jeu d'enquête de cet acabit, parce que c'était quand même il y a 7 ans maintenant, mais j'ai pété mon crâne sur ce jeu très clairement, quoi. Une passion que je partage d'ailleurs, j'en avais discuté avec lui, avec Vincent de Dienne, du jury des As d'Or, qui lui, c'est un des jeux qui l'a amené dans le jeu de société contemporain. Et il me racontait, et j'avais adoré ça, par contre je n'ai tellement pas d'anecdotes que je vole celles des autres, qu'il était en vacances avec des potes, et qu'il se levait le matin avant, parce que genre, ils allaient à la plage, c'est vacances à la mer, quoi, et donc tu vas pas jouer à détective toute la journée, quand tu peux aller à la plage et boire des coups, mais il voulait grave jouer, donc il se levait le matin avec ses potes un peu plus tôt, pour jouer à détective la matinée, et après faire une journée de vacances normale, quoi. Ça peut avoir cet effet sur les gens, donc vraiment incroyable jeu. Ouah, c'est bien, c'est mon inspiration du moment et mon inspiration principale. Fantasy Realms, j'arrive pas à le faire. Fantasy Realms de Bruce Glasgow, édité par WizKid, localisé par Don't Panic Games dans cette deuxième édition, localisé affreusement mal par Asmodée dans la première. Il y a 2 erreurs sur 2 cartes. Enfin, il y a une erreur sur 2 cartes. Pas ok, ça, Asmodée, sur la première version. Donc si vous l'achetez d'occasion, cherchez la version Don't Panic et pas la version Asmodée. Edge. 2 erreurs. Edge, c'est Edge qui est officiellement sur la boîte. Ce qui est con parce que vraiment, je sais pas, c'est je pense le jeu qui m'a le plus inspiré dans ma carrière très très nettement et qui a inspiré des gens autour de moi, je le vois et j'en discute avec eux. Clairement, il n'y a pas Sea Salt and Pepper si Fantasy Realms n'existe pas. Je pense qu'il n'y a pas Solstice si Fantasy Realms n'existe pas. Il n'y a pas Faraway, j'en avais parlé avec Corentin et Johan, si Fantasy Realms n'existe pas. C'est un jeu qui a inspiré beaucoup beaucoup de gens. À la fois par sa simplicité mécanique, où c'est un rami pour geek et on pioche des cartes et il se passe des choses, et à la fois il y a une espèce de liberté, moi je trouve, qui est forte sur, il y a plein de textes, les cartes elles appellent d'autres cartes, ça a l'air compliqué de ouf quand tu joues, et pourtant ça se comprend en pas longtemps. Depuis que je fais BG Stats, c'est le jeu auquel j'ai fait le plus de parties, pas loin de 400 je crois, ce qui n'est pas un truc que je fais normalement. Et à un moment, j'avais vraiment toujours le petit deck dans mon sac quand on partait en vacances avec Elodie. On a joué beaucoup à 2, puisque c'est un jeu qui se joue de 2 à 6 officiellement. Il n'y jouait pas à 6, jouez-y moyennement à 5. 2, 3, 4, c'est vraiment le sweet spot. Il y a une édition Deluxe qui existe, qui est pareil en plus cher et en plus belle. Je l'ai acheté parce que je suis le pire des clients, hein, parce que j'ai Fantasy Realms, j'ai la version Deluxe, j'ai la version Marvel et j'ai la version Star Trek. Mais t'es ruiné parce que c'est hors de prix comme jeu. Oui, voilà, auteur de jeu, tu sais. Mais vraiment, c'est exceptionnel. C'est d'une laideur sans nom, je ne l'ai pas dit, mais c'est vraiment très très laid. Et j'ai 2 souvenirs précis sur ce jeu-là. Le premier, c'est Olivier Rex, Rexou de rexou.free.fr et de la radio des jeux, un très bon copain, ancien jury de l'As d'Or, qui me le fait découvrir, qui lui a ce côté un peu, et moi j'adore, il est ASN et il cherche les petites pépites, quoi. Et donc il achète ce truc. Nous, il y a une dimension de Olivier, c'est quoi ce truc? C'est laid comme la pluie, ça a l'air pas bien. Et on joue et vraiment déjà, merci Olivier quoi, de nous avoir fait découvrir ça, parce qu'on ne l'aurait jamais acheté. Et derrière, moi, cette année-là, je vais à la Gen Con avec Repoprod. J'ai pas une thune, mais je me dis, ok, j'achète 1 ou 2 jeux à la Gen Con que je ramène pour moi, quoi. Puis je regarde, et puis voilà. Il y a un peu ce truc quand t'as pas trop de thunes de se dire, ouais, j'ai un peu envie de ça. Ouais, non, je fais gaffe, attends, je vais réfléchir. À un moment, on se tombe sur le stand de WizKids, bam, Fantasy Realms, trop bien, je le prends, trop content. Je l'achète, et là je croise un mec d'Asmodée qui me dit « Ah, tu l'as acheté, on le localise bientôt ?» Donc je suis un peu genre « Ah merde, j'ai une version anglaise, j'aurais acheté la version française. » Je savais pas qu'il y aurait 2 erreurs de traduction. J'ai la version anglaise, je vais pas pouvoir jouer avec tous mes potes, c'est con, putain, c'est dommage. Puis je retourne la boîte, et sur la version américaine, je ne sais pas pourquoi, pendant longtemps ça a été un 3-6 joueureuse, parce que la version 1-2 est une variante, que je trouve meilleure que pas la variante, mais c'est une variante, et bizarrement, les Américains de WizKids avaient décidé d'écrire 3-6 sur la boîte et rien qui disait qu'il y avait une variante à 2. Et je me souviens que je suis à l'hôtel et je suis genre, c'est en anglais, donc je pourrais pas jouer avec tout le monde. On peut pas y jouer à 2 alors que je joue majoritairement à 2 avec Elodie. J'ai mal dépensé mon seul jeu que je pouvais acheter de la Gen Con, je suis nul. Et puis flash forward plus tard, sur cette version ramenée de la Gen Con, j'ai dû faire 200 parties. Donc le jeu le plus rentabilisé du monde au final, donc très content. Nommé au Kennerspiel, enfin vraiment une très très grosse réussite. En parlant de très grosse réussite, mais pas encore nommé au Kennerspiel, ça sera peut-être nommé au Spiel normal si c'est nommé je pense,
Adjant Avenue de Christian Kudal et Laura Kudal. Vous connaissez peut-être Christian Kudal puisqu'il a fait aussi Mindbug avec d'autres gens, dont Richard Garfield. Tout est lié. Adjant Avenue, je suis content d'en parler parce que, c'est génial. Je ne vais pas vous expliquer les règles parce que ça explique très bien et que ce n'est pas une vidéo d'explication de règles, mais regardez, ça se comprend en 30 secondes et c'est vraiment brillant. Et ça m'a fait cette sensation que j'adore et que je déteste en même temps, quand j'ai joué, il y avait un peu un truc de... Il faut bien que je le formule parce que ça peut avoir l'air un peu de genre je suis le meilleur, ce qui n'est pas du tout ce que je ressens, mais le jeu il était là. J'aurais pu le faire. Pas dans le sens où je suis assez brillant pour, comme Christian et Laura, avoir une idée aussi forte que Adjant Avenue, mais il n'y a rien en fait en termes de règles. Pas il n'y a rien dans le sens c'est nul, mais c'est hyper épuré. Et vraiment c'est un jeu qui correspond pile à ce que j'aime jouer, pile à ce que j'aime designer, et vraiment tout simple. Et il y a eu une forme de... Je sais pas, j'arrive jamais à trouver ce mot, mais c'est pas de la jalousie ou c'est pas de l'envie, c'est de la jalousie positive, quoi. De se dire, j'aurais adoré faire ce jeu, et je crois, pas dans le sens je suis aussi brillant qu'eux, mais dans le sens ça ressemble à ce que j'aurais pu faire, c'était presque à ma portée et je l'ai pas vu. Mais c'est vraiment ça, de se dire, j'aurais rêvé de faire ce jeu, je vous envie de l'avoir fait, mais pas genre, je vous envie, bande de nuls. Vraiment genre, trop bien, ça a dû être trop chouette de le faire, quoi. Ça sera le jeu auquel j'aurais pu jouer cette année, c'est sûr. J'en ai déjà fait 40 parties. Et ça me fait cette sensation que vous avez peut-être aussi régulièrement de... Là, j'avais un copain qui passe à la maison, on faisait une soirée jeu avec Maxime Rambourg, Pierre, on était 3. Et un truc de, Pierre, t'as joué à Adjant Avenue ? Non, je vais te faire jouer. Mais ça se joue que à 2, tu vas peut-être jouer avec nous. Non, j'ai envie de te faire jouer, de te regarder jouer à ça tellement c'est bien. Ça m'a fait cet effet. Je vous le survends, vous allez moins aimer que prévu, mais vraiment, c'est brillant. C'est édité par Nordlab, c'est localisé par Yellow bientôt. Mais c'est l'édition anglaise. Ce qui est bien, c'est que j'ai rien à dire sur ces jeux enfants. Donc je vais pas me forcer. J'ai aussi envie de regarder les jeux auxquels je joue pas, mais Rally Truck, ça a l'air trop bien. C'est un jeu avec des Monster Trucks, vous avez joué à ça ? C'est Asker Harding et Daniel Scott Pedersen, c'est les mecs de Flamme Rouge qui font un jeu de Monster Truck chez ABBA et personne n'y a joué. Je le mets de côté là, comme ça on y joue après. À Dos de Chameau, c'est ton ancien travail. C'est vrai ? Une nounou en fer, j'ai rien à dire, mais j'ai coulé Obvious Games, quoi. Alors, je les ai pas coulés. J'ai bossé avec eux, c'est avec eux que j'ai fait un de mes jeux qui a le moins bien marché, Tapage Nocturne. En fait, c'est des gens qui faisaient des jeux hybrides, des Lyonnais hyper sympas. Et moi, j'avais un concept de jeu qui demandait une forme d'hybridation, et donc on l'a fait ensemble. J'aime toujours bien ce jeu, t'as fait... je t'ai entendu alors que j'aime bien l'idée, elle est cool, non ? C'était un... Oui, mais ça a coulé la boîte, ça. C'est pas ça qui... Je pense que c'est plus ça qui les a coulés, parce que Tapage Nocturne, ça coûtait pas trop cher, et on n'en a pas fait beaucoup. Et on en a vendu un petit peu quand même, c'était pas un beat total. Mais le concept du jeu, c'était un jeu d'écoute rapidité. Il y avait une appli, il y avait une petite bande-son, c'était les chaises musicales. C'était en allant voir... souvent, les gens ils disent « D'où elle est venue ton inspiration pour ce jeu ?» Là, je m'en souviens parfaitement, c'était une exposition à Lille sur le jeu en manière générale, et il y avait une petite vidéo où les gens jouaient aux chaises musicales. Je me disais, il faut faire les chaises musicales de jeux de société. Et donc, tu lançais ton appli, tu avais une petite chanson qui durait un temps aléatoire entre 3 et 4 secondes, puis tu avais le bruit d'un animal. Et il fallait être le premier à taper sur l'animal. Quand ils l'ont édité, c'est devenu des gens bourrés en costume. Moi, ça s'appelait la grande chorale des animaux, à partir de 5 ans. Eux, c'est devenu wow, tapage nocturne, et c'est des gens bourrés. C'était cohérent, ça devenait un jeu d'ambiance. Et vraiment, je trouve que ce principe, il est bien. Je ne dirais pas que c'était un échec. Je dirais que ça n'a pas marché. Mais ça n'a vraiment pas marché, quand même. Et après, oui, ils ont fait une Nounou en fer qui n'a pas marché non plus, je pense. Et ils ont arrêté de faire des jeux. Ce qui est toujours triste, un éditeur qui s'arrête. Surtout quand, même si leurs jeux n'ont pas beaucoup plu, ils faisaient des trucs bizarres et pas comme les autres, quoi. Déjà, je vais dire Marshmallow Test, il y a les plus beaux pions de points de victoire dedans. Ils sont numérotés comme on est dans une bibliothèque. C'est des petits jetons marshmallow tout squishy, là. Oh là là. Ils ont été manipulés par beaucoup de mains, eux, donc ils sont plus très squishy. Le jeu est pas mal, si vous n'avez pas joué, c'est cool. Mais à côté, il y a un de mes jeux fondateurs, un de mes jeux préférés, un des jeux où les gens disent « Oh, t'aimes bien Mytho ?» Alors que moi, je trouve ça incroyable, de Emily et Lucas Brand. On en parle après parce qu'en plus, leurs noms sont importants. C'est Mytho. Mytho, là, je vous l'explique parce que ça s'explique en 3 secondes et que j'ai envie de l'expliquer, Mytho, quand je le vois. C'est un jeu de cartes tout bête. On joue des cartes, il faut faire plus ou moins un au milieu de la table. Soit. Il y a des cartes qui font faire des actions un peu comme d'hab, il faut être le premier ou la première à taper au milieu, etc. Il faut se débarrasser de ces cartes. Mais il y a des cartes mythes dedans. Et les cartes mythes, on n'a pas le droit de les jouer. Il faut s'en débarrasser de la manière dont on veut. On peut aussi se débarrasser des autres cartes, mais les mythes, on ne peut que les tricher.
Comment on triche? On fait exactement ce qu'on a envie, avec quelques petites règles, parce que c'est pas vraiment un jeu où on triche, puisque la triche fait partie des règles, donc on triche pas en pratique. Mais on peut pas tricher 50 cartes d'un coup, on peut pas tricher quand quelqu'un est en train d'être vérifié s'il a triché ou pas. Ce que je vous explique juste après, on peut pas mentir. Et putain, qu'est-ce que c'est drôle en fait, quoi. J'ai fait des parties, mais exceptionnelles, dans des bars avec mes beaux-parents. Parce que, il y a cette espèce de truc où au début, t'es un peu comme ça, et puis tu prends une carte, et puis tu la glisses sous ta manche, puis tu vois que ça passe en fait. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a une personne autour de la table qui est la grande gardienne punaise, qui vérifie, elle a pas le droit de tricher, elle vérifie si les gens trichent ou pas. Et si elle te chope, tu deviens la grande gardienne punaise. Et souvent, engaillardi par le fait que ça marche, tu te retrouves à faire n'importe quoi. Je me souviens d'une partie avec mes beaux-parents où vraiment, j'avais mon éventail de cartes, puis dès que quelqu'un regardait pas, je prenais une carte et je la jetais à l'autre bout de la salle, quoi. Et ça y est vraiment, je l'achetais, puis tout le monde se regardait, ça faisait ploc. Où tu finis une partie et tu fais ok, moi j'ai plus de cartes. Quoi, t'as plus de cartes? Oui, attends, pardon, j'en ai 3 dans mon pull, 2 dans mes chaussettes, une dans la coque de mon téléphone. Je fais une soirée jeu chez moi un jour, et la soirée jeu, je vais me coucher, il y avait une carte dans mon lit. Et vraiment, c'est. Il y a des gens que ça dérange beaucoup. Je sais qu'il y a des gens qui veulent pas jouer à mytho parce que, ah non, on triche. Quand on triche ça fait partie des règles de tricher, on triche pas déjà. Et vraiment, c'est gentiment régressif. Et oui, je l'ai pas dit, c'est très rigolo, parce que c'est un jeu de Emily et Lucas Brand, qui sont les enfants de Inka et Marcus Brand. Et ils l'ont fait en étant enfants. Avec un truc que je trouve exceptionnel et qu'on voit pas souvent, c'est pas un jeu de Inka, Marcus, Emily et Lucas Brand, c'est un jeu que des enfants. Les parents, ils sont pas venus mettre leur grain de sel en disant « Nous, on est auteurs de jeux professionnels. » C'est les auteurs d'Orléans et Invasion. C'est vrai? C'est eux qui ont fait Orléans Invasion. Ouais. Ça c'est trop drôle, quoi. Surtout ceux qui ont fait Exit. Ah oui, non, pardon, Inka et Marcus, pas. Ouais. Je croyais que tu disais que. Ah non, Emily les enfants! Parce que maintenant, les enfants en mytho, ça a 15 ans, donc ils doivent être adultes, tu vois. Je croyais que les enfants avaient continué de faire du game design et qu'ils avaient fait Orléans Invasion. Non, Inka et Marcus Brand, ils ont fait Descendance, ils ont fait plein de jeux. C'est, je pense, parmi les gens qui ont le plus été nommés et gagné des spiels. Pour le coup, ils ont été quand même vraiment régulièrement. Vraiment des auteurs de jeux magnifiques dans leur création, je ne jugerai pas leur physique. Et donc de voir leurs gamines qui font un jeu et que c'est un jeu aussi brillant que ça, tu te dis, oh, il y a un truc. J'ai envie d'y jouer en fait, rien que d'en parler, c'est exceptionnel. Mytho, jouez-y. Je dis ça à la fin de chaque truc. C'est quoi la conclusion? T'es jouez-y. Super. Oh, il y a Happy Salmon. Dans sa vraie version. Oui, moi j'aime pas la traduction Yellow, je préfère la version originale, mais parce que je suis un espèce de snob esthète. Mais Happy Salmon, c'est le jeu le plus drôle auquel vous allez jouer. On a des cartes sur lesquelles il y a des choses à faire. On fait 1, 2, 3, on regarde notre carte et ces choses, on doit le faire avec quelqu'un. Il faut que je fasse flap, flap, flap avec quelqu'un. Je fais flap, 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 flap. Je le fais, on défausse tous les deux notre carte et on est parti. Oh, qu'est-ce que c'est drôle, qu'est-ce que c'est bête. Et Saumon frétillant, pardon, en français. Vraiment, je me souviens aussi de ce moment où c'est une Gen Con, je crois, là encore. J'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois. Et il y a ça qui buzz un peu et on regarde. Et vraiment, il y a un truc un peu de les vrais joueurs. Ils sont un peu snobs de wow, ça a l'air nul, ce truc, c'est débile. Oh, et je joue avec des gens et vraiment, on se marre comme jamais. Il n'est pas dans ma ludothèque. Je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que j'avais plus de boîte. Et il y a une réédition qui arrive par Exploding Kitten. Ils en vendent des caisses. C'est vraiment, sans mentir, je pense, un des jeux les plus drôles auxquels j'ai joué. C'est très très drôle. Tu as déjà joué bourré sur un trampoline? Non, toi oui. Oui. Ok, bourré sur un trampoline, c'est Oui. spécifique. Mais ce qui va avec mon autre jeu en temps réel préféré, qu'on ne trouvera pas là, je pense, parce que c'est vraiment de niche, qui est Ligretto Football. Oui. Tu vois Ligretto Foot ou pas? Oui. J'ai vu que c'était revenu chez Oya, là. Et c'est par l'auteur d'Orléans. C'est par l'auteur d'Orléans? Ouais. C'est vrai, c'est incroyable. C'est Rainer Stockhausen qui a fait ça. Et oui, c'est revenu chez Oya et l'édition est pas mal. Où l'idée, c'est qu'il faut jouer par équipe à ça. Et on essaye de faire des passes avec des cartes de joueurs et joueuses de foot. Et il y a toujours une carte appelle une passe. Et donc, il faut jouer la bonne carte. Derrière, il y a un truc de on dépile des paquets. Et il y a un truc un peu qui s'explique pas, un peu post-moderne comme ça, c'est des noms de joueurs de foot allemands. Et c'est drôle, en fait. Parce que tu joues au même jeu et t'appelles des prénoms un peu classiques, mais là, il y a Léon, il y a Dieter, il y a Peter, il y a Tobias. Et tu te retrouves à appeler ces prénoms. Et comme on doit chercher en équipe, il y a une seule personne qui annonce qu'on cherche. Et donc, il y a quelqu'un qui est genre, on cherche un Tobias ou un Peter, un Tobias ou un Peter, un Tobias, ok, on cherche un Léon, on cherche un Léon, un Léon, un Léon, un Léon, un Léon, un Léon. Et il se passe un truc vraiment absurde comme ça. Oh, c'est à crever de rire. Une fois, j'ai déchiré une chemise de bonheur d'avoir marqué un but. Et on fêtait les 10 ans de la cafetière. Et on jouait à plein de jeux, on avait ramené plein de jeux, etc.
Et c'est Corentin, je crois, qui avait acheté Crazy King dans cette nouvelle édition en se disant « Ah bah vas-y, je l'ai pas, je l'achète, comme ça on pourra jouer. » quoi. Puis bah c'est moche, c'est un jeu sur le foot, personne n'a envie d'y jouer, on le snob. Et c'est le dernier soir, je pense. On se retrouve, je suis avec Dorine la barricadée et Ludo Maublanc. Puis ah vas-y, on joue à des trucs. Ah Dorine, t'as déjà joué à Ligretto Foot, Crazy Kick? Ah non, bah vas-y, on va le faire jouer. Ah c'est dommage, on n'est plus que 3, mais vas-y, on joue en 1 contre 2, on va quand même y arriver, ça va être marrant. Et vraiment, on a fini et Dorine, elle nous a regardé en disant « Pardon ? Pourquoi on n'a pas joué que à ça tout le week-end en fait quoi ? Pourquoi on a joué à tous ces autres jeux moyens alors qu'on pouvait jouer que à Crazy Kick, Ligretto Football ?» Et grand plaisir. J'ai 3 boîtes chez moi parce que comme c'est introuvable dans sa version Ligretto, comme ça quand tu joues avec des gens qui te font « Oh, c'est trop bien, où est-ce qu'on achète ça ?» Et je fais « C'est introuvable. Oh » Je fais « Bah j'en ai une pour toi, je te l'offre. » J'ai ça avec Agent Trouble aussi, que j'aime beaucoup, je vais pas vous redécrire, mais un excellent jeu d'ambiance aussi qui était sorti chez Gigamic et qui est introuvable. Quand je trouve des boîtes d'occasion pas chères, je l'achète dans les bourses aux jeux. J'ai 4 ou 5 boîtes, je pense. Et pareil, tu joues avec des gens, ah c'est bien, bah vas-y, je te l'offre. Faites ça, amenez Anabi chez vos copains, copines, et quand ils aiment bien, vous leur offrez à la fin. Waouh, j'ai des anecdotes à l'infini. On était à 1 heure là à peu près, ça va durer 1 heure de plus. C'est parti. Le premier jeu dont je veux parler, c'est Prout le monstre, un jeu dans le vent. C'est faux, je n'ai jamais joué. C'est Midam qui fait les illustrations, on dirait un peu Midam, le mec qui a fait... Pas du tout, le mec qui a fait Kid Paddle. Je commence par quoi? Je suis overwhelmed par tous ces trucs tellement il y a de choses bien. Je commence par La Marche du Crabe de Julien Protière, qui est un jeu, je m'en fiche un peu, c'est pas un jeu auquel j'ai beaucoup joué et que j'aime spécialement, mais j'ai envie d'en parler pour 2 raisons. Déjà parce que Julien Protière est un auteur exceptionnel en de nombreux points. Déjà parce qu'il est assez talentueux, je trouve, et aussi parce que c'est un auteur qui a un vrai propos et qui le défend pas mal. Il fait que des jeux coopératifs, il cherche à exprimer des choses dans ses jeux, et même si c'est vraiment pas mon auteur préf en termes de créa, j'adhère à son propos et à la manière d'avoir une forme de radicalité très très fort. Et aussi parce que il m'a fait conceptualiser un truc qui va être un peu bisounours et un peu cheesy. Mais La Marche du Crabe, ça gagne un prix qui est le prix du meilleur proto à Ludix, qui est un festival que vous ne connaissez pas car il n'existe plus, pour lequel, en 2018, pour lequel j'ai été jury, prix spécial du jury. Et on est dans le jury, etc. On doit jouer à plein de protos et tester. C'est un peu triste parce que c'est plein d'auteurs et d'autrices très très amateurs. Et il y a 2 personnes qui sont là, c'est Loïc Lamy et Julien Protière qui ont déjà fait des jeux. Et c'est eux 2 qui ont gagné parce que vraiment c'était vraiment au-dessus de ce qu'ils avaient proposé. Mais bref, on s'en fout. Et on remet à Julien Protière, qui a déjà fait des jeux à ce moment-là, le prix du jury pour La Marche du Crabe de Ludix. Vraiment, c'est un truc où le prix, c'est genre un panier garni de produits de l'Auvergne, quoi. Et le prix, personne ne regarde les résultats de Ludix en 2018, quoi. Et Julien monte sur scène, on lui remet le prix, et il est hyper touché, un peu ému. Et vraiment, moi, c'est une époque où je traîne avec un peu des dinosaures du monde du jeu, toujours maintenant, hein, mais des gens que j'aime beaucoup, mais qui ont des fois une forme un peu de déférence et de nihilisme par rapport à tout ça. Les prix, c'est pas si important, on s'en fiche un peu, etc. Ce qui est important, c'est de faire des jeux, et le reste, on s'en fiche. Et de voir Julien qui est touché par ce truc, ça me fait vraiment dire, putain, je suis con, en fait, c'est lui qui a raison, quoi. Il accueille cette émotion, il la prend bien, il est là, il est content d'avoir fait un truc, il a une forme de fierté, mais pas fierté genre je suis le meilleur, regardez, mais vraiment une fierté de genre j'ai fait mon truc, je l'ai proposé, vous l'avez bien aimé, vous avez adhéré à mon propos, trop bien, je suis content de ça. Je me dis putain, mais en fait c'est lui qui a raison, quoi. Et donc régulièrement, tiens c'est bien, je peux faire ma transition comme ça, quand je sais pas accueillir un truc qui ressemble un peu à ça, alors j'ai pas gagné de prix, mais un compliment, un truc, je me dis il ferait quoi ce con de Julien Protière? Bah il serait content et touché, bah je suis content et touché en fait, quoi. Et vraiment c'est et je crois que je lui en ai déjà parlé ou pas, mais si je crois que je lui en ai déjà parlé. C'est trivial, c'est un tout petit truc nul, mais ça a un peu changé ma vie en termes de comment j'accueille tout ça. J'aime pas trop le jeu, mais c'est quand même un jeu important pour moi pour ça. Waouh, c'était chargé. On parle de The Mind derrière. Waouh, The Mind. Là, on pourrait faire une vidéo entière sur. Vous pourriez faire Vous faites tous les pourquoi c'est bien. Ah si. Bah faites pourquoi c'est bien The Mind. Parce que c'est super. On en parle dans les charlatans de Belcastel. Ah oui, très belle vidéo. Regardez là, le lien est juste ici. On fait plus ça sur YouTube du tout, les liens dans les vidéos incrustées là. Si, toujours. Bah tu mettras des liens. Tu mettras les liens, vous mettrez les liens. The Mind de Wolfgang Warsch. Voilà. Jouez-y. Je me souviens très bien c'est Eric Martin de Board Game Geek qui est le premier un peu à dire « Wow, les gars, jouer à ça, c'est étonnant et vraiment bien, quoi. » Et je suis à Cannes cette année-là, et Oya qui localise le jeu, c'est NSV qui le fait en allemand, à quelques boîtes, et vraiment Oya c'est un localisateur un peu à l'ancienne, ils sont là depuis le début, et c'est encore des boîtes en allemand, il y a un coup de cutter qui a été mis,
il y a des règles françaises bien traduites, mais sur un papier cheap qui a été rajouté dedans, quoi. Et je me dis, ah tiens, il y a Eric Martin qu'on a parlé, je vais acheter une boîte à cannes, quoi. Et j'y vais, et je croise Antoine Bozac qui fait, ah, j'ai acheté The Man. Je fais, ah merde, moi aussi, c'est con. On va avoir 2 boîtes, c'est dommage, on aurait pu jouer ensemble, quoi. Et je suis sur le retour de Cannes, je lis les règles à l'aéroport, et alors je me dis, oh, j'ai acheté une merde, ça va pas marcher, ça a l'air nul ce truc, l'arnaque, quoi, l'esbrouf. Ouais. Mais à la lecture des règles, ça a l'air nul, The Mind, quoi, y a rien. Je me dis vraiment, bon. Et je dis à Elodie, vas-y, on fait une partie à 2, on va voir. Et là, on joue, et vraiment, il y a ce truc de, pardon, qu'est-ce qui vient de se passer, quoi. Et pour résumer, parce que ça se pitch très bien, The Mind, il faut jouer des cartes dans l'ordre, de 1 à 100, sans parler, sans compter, et il faut les jouer dans l'ordre. Et on n'a pas le droit de communiquer sur ce qu'on a en main. Et c'est une espèce de danse, de non-verbal, de trucs un peu magiques, un peu mystiques de ce qui se passe. Et au début, je fais mes premières parties, et il y a un truc de « Ouah, je joue le 24, tu joues le 25 oh !» Et tu te dis « Bah non, c'est une anomalie statistique, quoi. » Mais ça arrive putain de tout le temps dans The Mind, quoi. Et j'ai fait des parties où on est 4 et ça fait genre 63, 64, 65, 66. Et le mec qui a le 66, il va le jouer, il fait « Vas-y, je joue d'abord. Bah, tu joues le 65 et t'as le 66. » Vraiment, The Mind, ça pourrait me faire... À l'époque, et même maintenant, ça me fait douter de certains principes de réalité qu'il y a dans ma tête. Il y a un truc magique qui se passe à The Mind, quoi. Il y a des gens qui ont trouvé ça nul, ils l'ont dit très fort sur les réseaux, on les emmerde. Vraiment, c'est un jeu qui bouleverse énormément de choses. Ça a gagné tous les prix. Et c'est aussi mon exemple régulier de quand les gens ils disent oui, les jeux, c'est une affaire de marketing maintenant, etc. C'est hyper moche. Quand c'est sorti, il y a eu 0 communication. Ça n'a pas l'air bien. Les règles, elles donnent pas trop envie. Le thème, il est nul. Ça n'a pas été porté par des influenceurs, influenceuses, parce qu'il y en avait un peu moins à l'époque et que c'était pas encore le moment. Bon, ça s'est vendu par millions d'exemplaires. Donc moi, ça me donne un espèce de truc, pareil, un peu naïf, un peu con, mais de se dire, ok, si je fais un excellent jeu, vraiment un truc qui brise les codes, et peut-être que je le ferai jamais, mais aussi fort que The Mind, quoi qu'il arrive, ça va marcher en fait. Et je crois un peu à ça. Que les jeux vraiment super, ils vont naturellement fonctionner. On n'a pas fini cette étagère. Les Montagnes Hallucinées, c'est un échec commercial, j'adore ce jeu. C'est Rob Daviau. C'était une commande de Yellow à l'époque. On lui avait dit, je bossais encore pour eux, Rob fait un jeu avec Cthulhu. Bizarre commande, mais pourquoi pas. Et il était revenu avec Les Montagnes Hallucinées, avec la liaison, qui est un jeu d'ambiance pour gros geeks, où l'idée principale de Rob Daviau, c'est ok, quand on appréhende les jeux dans l'univers de Lovecraft, il y a toujours ce truc de santé mentale, de folie, etc. Et à la fin, on monte des petites jauges qui disent j'ai 4 de santé mentale. Principe qu'il aura d'ailleurs bien retwisté de niveau avec Eric Lang dans Cthulhu Death Medaille. Mais là, il se dit en fait, moi, je veux pas que le jeu il rende les personnages du jeu fous, je veux rendre les joueurs et joueuses autour de la table fous. Et donc, c'est un jeu tout bête. C'est coopératif, on récupère des cartes, il faut jouer les bonnes cartes au bon moment, on les mélange, on les révèle, et tatac, on regarde ce qui se passe, et si on a réussi, on avance dans la montagne, si on a raté, on n'avance pas. Et comme dans la nouvelle de Lovecraft, c'est une belle adaptation en plus, je trouve, de ça. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-la, mais lisez l'adaptation de Gutanabe, autrement en manga, qui est merveilleuse. Et on va grimper en haut de la montagne, et en haut de la montagne, il va se passer des trucs. On va piocher des folies. Et quand on pioche des cartes de folie, on ne peut pas indiquer aux autres qu'on a pioché. Et ça va bouleverser la manière dont on joue. D'un coup, Nico, il va dire bleu au lieu de dire vert. Et donc ça fait, ok, là, il nous faut 3 cartes vertes, j'ai que du bleu. Mais il n'y a pas bleu dans le jeu, qu'est-ce qu'il raconte? Et donc nous, on va comprendre petit à petit. Et il y a une espèce de, là aussi, de truc un peu chorégraphique, de danse qui va se mettre en place de, alors attends, je sais que Simon, quand il dit un chiffre, il le décale de 2. Et que toi, quand tu dis vert, tu dis bleu. Que toi, si je te regarde pas dans les yeux les 2 premières secondes du chrono, tu vas pas parler de la manche. Que toi, tu vas te lever, tu vas aller dans un coin, tu vas faire 5 tours sur toi-même, tu vas revenir. Et là, on va commencer à jouer. Et, je sais pas, il se passe un truc. Souvent, c'est un peu le défaut, il se passe rien parce que le groupe adhère pas. Mais quand le groupe adhère, c'est d'un drôle. Vraiment, c'est... Et ça a voulu faire un truc. Alors, là, vous voyez, je vous l'ai pitché, vous vous dites, ça a l'air rigolo, la couve, elle ressemble à ça. C'est Miguel Coimbra, certainement un de ses plus beaux jeux. Moi, la couve, je la trouve merveilleuse. Vous dites pas, on va rigoler comme des cons parce que Simon, il va dire poète. Et... Donc, il y a peut-être une sorte de faux pas éditorial. Et même le dos de boîte me dit pas, on va... Partez à la découverte de lieux inexplorés.
révéler d'anciens secrets au prix de votre santé mentale. Ouais, ça a l'air comme d'hab en fait. Mais là, il y a écrit en petit. Les montagnes hallucinées est un jeu fun à jouer entre amis. Bon, bah, les gars, fallait peut-être le dire plus fort et pas à côté d'un pingouin zombie qui est en train de me vomir dessus. Mais vraiment, j'y joue jamais. Mais je veux garder le jeu dans ma bibliothèque toute ma vie, je crois. Ça sera coupé au montage parce que c'est inintéressant que je dise que Micro Macro c'est trop bien, mais Micro Macro c'est trop bien. Voilà, c'est dit. Je couperai. Merci. Ah, là, on est sur l'étagère des jeux exceptionnels. Il y en a 3. Il y a 3 excellents jeux. Je ne vais pas parler des Trésors des Lutins. D'abord, il y a Team Free. Je ne sais même pas qui est l'auteur, si c'est Matt Fantastic et Alex Cutler. C'est pas trop trouvable, ça, je crois. Il y a une vraie VF, non? Il y a une VF multilingue, ok. L'idée, c'est que c'est les 3 singes, ne pas parler, ne pas voir, ne pas dire. Et c'est un jeu par équipe de 3, où moi, je vais te décrire une forme sans parler, en les mimant. Toi, tu vas essayer de le comprendre et tu vas dire à l'autre, mais du coup, tu n'entends pas ce que je dis parce que je parle pas. Et l'autre, les yeux fermés, va essayer de réussir à faire une structure. C'est un peu Visionary qu'on trouve plus, qui est un excellent jeu par équipe où on doit faire des structures, un peu revisité, retwisté. Très bon jeu de bar à jeu. Si vous n'avez pas joué, jouez-y, parce que c'est très enthousiasmant. Mais bien moins enthousiasmant que les 2 autres jeux dont je vais parler, qui eux, sont pas enthousiasmants, sont exceptionnels. Le premier, c'est Top Putain de Ten de Aurélien Picolet. Oh, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est drôle. Et j'ai plein de souvenirs sur ce jeu. Notamment un souvenir que moi j'ai pas vécu, mais qui est très joli dans ce qu'il raconte, de Aurélien Picolet, c'est son premier jeu. Il le fait, il le montre un peu tranquillement sur un festival, et il y a Rémi et Nathalie Saulnier, qui sont des auteurs de jeux du coin, du festival en question, qu'on fait notamment Twin It, avec Tom Warchex, qui sont là, et ils voient ça, et ils se disent « Putain, c'est bien, il faut que tu le montres à Mathieu Despnous, on va te donner le contact. » quoi. Et au-delà du fait que Rémi et Nathalie sont des êtres humains formidables, on le sait un peu quand on les connaît, ça démontre aussi un truc qui pour moi est important, et qu'on m'a vachement transmis, de la communauté des autoristes de jeux, on s'aide. Ah, Simon, t'as fait un jeu qui pourrait aller trop bien chez des offenders, t'as pas le contact? Je te le donne. Ah, il y a un truc, vas-y, je vais t'accompagner. Et là, en plus, ça fait une très belle histoire, parce que Top 10 est un excellent succès. Nommé au Spiel, nommé aux As d'Or. Malheureusement sorti pas l'année où il pouvait gagner, alors que je pense que d'autres années, il aurait tout ravagé, il aurait gagné tous les prix. Et un jeu qui démontre un truc que... Alors, j'aime pas du tout la direction artistique Caca Licorne, là, ça me fait chier. Mais c'est pas très grave, ça marche. Et un jeu où les cartes qui ont été écrites en partie par Aurélien et en grande partie par l'équipe de Cocktail Games, elles sont mais brillantissimes. Et qui démontrent, je trouve, une forme de compétence qu'on n'a pas tant dans le monde du jeu et que Cocktail défonce tout sur ça. C'est un jeu où il faut trier des trucs de 1 à 10. Vous connaissez Top 10 si vous regardez cette vidéo, je vous le réexplique pas. Mais les cartes, elles sont régulièrement très drôles, régulièrement un peu poétiques. Des fois, tu peux être un peu, tu joues à Top 10 et t'es un peu mélancolique de c'est beau un peu ce qu'on a fait, quoi. Il se passe vraiment un truc qui est exceptionnel et qui est très fort. Et alors ils n'ont pas le temps, ils font plein de trucs, mais je trouve que c'est une compétence que Cocktail pourrait presque vendre à d'autres gens. Je sais que j'ai bien aimé le principe global de Fun Fact de Casper Lab chez RepoProd, mais les cartes, elles sont pas terribles. Il y a un truc de combien de fois je fais pipi sous la douche par mois? Ouah, trop drôle, c'est un peu edgy, ça marche pas très bien. Il y a quelques bonnes cartes et le jeu est vraiment très chouette. Mais globalement, l'écriture est moins bonne que dans un Top 10 ou dans un Jet Lag, dans tout ce que Cocktail peut faire à contenu. Trop bien. Je rêve de bosser avec eux sur un jeu comme ça parce que, en fait, je sais qu'ils le feraient vraiment, vraiment bien. Et à côté, dans un style complètement différent, je prends la vraie boîte, elle est vraiment mieux. Ah, c'est que les scénarios. Bon, je vais prendre la petite boîte, elle est moins longue. Time Stories de Manu Rozoy. Et Time Stories, ça fait partie de... J'adore réfléchir et parler, vous le voyez, cette vidéo est longue. Et ça fait partie de ma grande théorie des évolutions du monde du jeu. Pour moi, il y a des grands piliers dans les jeux de société. C'est la durée de partie, la rejouabilité, le nombre de joueuses autour de la table, et d'autres trucs, mais ça va être très long. Et Time Stories brise un pilier en étant un peu le premier à le faire. C'est un jeu auquel on peut jouer une seule fois. Et je me souviens que quand ça arrive, alors il y a déjà eu les jeux Legacy, auxquels on peut faire un nombre de parties limité, mais Risk Legacy à l'époque, tu fais quand même 10 parties, quoi. Tu n'achètes pas ton jeu et tu l'as fini. Et je me souviens qu'on joue à Time Stories au proto, qui a pris des plombs à être édité, c'était hyper long, et vraiment il y avait un truc de se dire wow, qu'est-ce qui se passe, quoi. Ça bouleverse pour moi les codes et ça change énormément de choses. Et je pense que c'est pas le meilleur jeu de cet acabit aujourd'hui, très clairement, un peu comme ce que je disais sur Dominion, qui aura peut-être été coupé au montage, mais c'est pas grave. Mais c'est un jeu qui a changé la manière dont on fait le game design.
Je pense que sans Time Stories, il n'y a pas Unlock, il n'y a pas Exit, il n'y a pas tout un tas de trucs où on a assumé le ok, c'est un jeu, tu l'achètes, il est peut-être un peu cher en plus. Tu joues, bah t'as fini. Tu vas filer ta boîte à quelqu'un, mais tu referas jamais Marcy's Case, ça sert à rien de le refaire. Peut-être le meilleur scénario de Nico Normandon qu'on embrasse. Trop bien. Et je me souviens à l'époque, j'étais déjà dans le milieu, il y avait un peu ce truc de se dire ils sont zinzin les Space Cowboys. Ils sortent un truc qu'on peut jouer une seule fois, c'est hyper cher. Et ils avaient cherché plein de manières de le faire qu'aujourd'hui s'assumerait mieux. Et d'ailleurs, on le voit avec le cycle bleu qui a un côté plus classique aujourd'hui, de j'achète une boîte, j'ai un scénario, je l'ai fini, je la joue. Enfin, je la joue, je la file à quelqu'un. Là, il y avait ce truc de t'acheter un peu la console qui était le jeu, qui avait quand même un peu du beau matos pour justifier un achat. Et après, t'achetais les scénarios qui étaient pas chers. Vraiment, ça a bouleversé tout un tas de trucs. Le premier scénario est très chouette, peut-être parce que c'était le nouveau et en tout cas ça m'a enthousiasmé. J'aime beaucoup Marcy's Case. Et après, ça s'est un peu essoufflé, moi j'ai trouvé. J'ai pas tout fait, mais je m'en suis lassé. Notamment, ça rejoint Détective. La qualité d'écriture est pas toujours au rendez-vous, moi je trouve. Les histoires sont pas toujours très chouettes. Ah, ils sont vraiment moins bons les autres. Mais, wow, quelle claque à l'époque et quel jeu qui bouleverse les codes, quoi, qui change énormément de choses. Encore une très bonne étagère avec Bande de Canailloux. Vous avez déjà joué à Bande de Canailloux ? Bah moi non plus. Oui. Oh non, je vais pleurer si on parle de Serge Lager, je vais essayer de pas le faire. Les Chevaliers de la Table Ronde, qui... Wow, j'ai 3 anecdotes en une. La première, ça a fait écouter mon couple à l'époque, il y a très longtemps, parce que c'est un jeu coopératif avec un traître. Qui est le truc majeur, c'est Serge Lager, Bruno Catala, je l'ai pas dit. Chez The Founders, c'est Julien, j'oublie toujours son nom, merde. Delval, merci, qui illustre. Et donc, gros truc, c'est on joue à un jeu coopératif et à un moment, peut-être que Simon il fait n'importe quoi depuis le début, mais c'est un peu volontaire parce qu'en fait, c'est le félon. Et je joue avec ma sœur, son mari, d'autres copains et Elodie, qui était déjà ma copine à cette époque-là. On n'était pas mariés, évidemment. Et à un moment, je fais non, mais Elodie, elle joue trop mal, c'est forcément le traître. Puis c'était pas le traître. Des fois, elle me le rappelle, des années plus tard. Exceptionnel jeu. En de nombreux points. Déjà, pour ce twist, c'est un coopératif, mais il y a un traître. C'est aussi dans les premiers coopératifs tout court, si je dis pas de bêtises, toi qui es vieux, Simon. Je t'emmerde. Il y a le Seigneur des Anneaux de Knizia avant. Exactement. Mais c'est pas longtemps après, quand même. C'est pas longtemps après, et surtout, le coop avec un traître, on l'a quasiment jamais vu suite à ça, quoi. Et on l'a rarement vu aussi bien implémenté, moi, je trouve. Et donc... Si ce n'est le meilleur jeu du monde, Battlestar Galactica. C'est vrai, mais un peu lourd. Oui. Plus gros que Chevalier de la Table Ronde, quoi. Tandis qu'une hirondelle égarée survole la lande anglaise. J'avais jamais lu sur d'autres boîtes. Ah waouh! Ça dit quoi? Les forces du mal se regroupent autour de Camelot. Camelot, le chevalier noir aurait été aperçu au sommet d'une crête désolée. Morgane, manipulatrice comme à son habitude, trame de toujours plus sombres complots. Il y a un point virgule par phrase. Des compagnies entières de Saxons seraient en marche, point virgule. Et déjà le bruit des bois abattus pour les engins de siège résonne de par la forêt. Plus inquiétant encore, Lancelot semble avoir disparu. Excalibur est perdu à jamais. Jeune écuyer nouvellement équipé, saurez-vous prêter serment et main forte à vos frères chevaliers de la Table Ronde? Votre cœur est-il suffisamment pur? Vos intentions suffisamment nobles pour vous sacrifier au bien commun? Ou succomberez-vous plutôt aux avances des ténèbres et à leurs promesses d'un pouvoir solitaire sans égal? Wow, ça me donne envie de jouer, en vrai. C'est exceptionnel, vraiment, ça a sûrement un peu vieilli. Mais c'est exceptionnel en tout point. Et il y a une très belle histoire avec Serge Lager, qui était un bon copain et qui nous a quittés il y a 2 ans maintenant, et que je reprends régulièrement. C'est une collab entre Serge et Bruno. À l'époque, Serge, il a déjà fait des choses. C'est déjà un auteur assez important. Et là, je vous parle d'un temps assez lointain. Bruno Catala, c'est son père. Genre, c'est le petit auteur qui débute, quoi. Et Serge est un peu bloqué sur les Chevaliers de la Table Ronde et dit à Bruno, qui est son pote, vas-y, viens, on bosse ensemble dessus. Bruno, si je paraphrase, c'est pas une anecdote très précise, il y a sûrement des choses qui ne sont pas parfaites. Bruno, si tu vois cette vidéo, me fâche pas dans les commentaires. Ils commencent à bosser ensemble, et Bruno amène un truc dans la méca principale, c'est le traître. Derrière, il fait pas grand-chose de ce qu'il raconte. Et arrive le moment où il le signe chez Days of Wonder. Et Days of Wonder, d'ailleurs, le S n'est pas au bon endroit. Et Bruno dit à Serge, écoute Sergio, moi j'ai pas fait grand-chose quand même, on signe à 70-30. Prends plus de droits d'auteur. Wow, j'ai des frissons à chaque fois que je raconte ce truc, c'est incroyable. Et Serge dit à Bruno, ce qui est un leitmotiv que moi j'applique tout le temps et qu'on a toujours, en tout cas autour de moi,
écoute Bruno, on ne connaît pas le poids d'une idée dans un projet, on fait 50-50. Et ce qui est beau, c'est que, déjà, les frissons, énorme sympathie de Serge Lager, très très gentil et très très fort dans cette proposition, très honnête aussi. Et les Chevaliers de la Table Ronde, c'est majeur parce qu'il y a cette idée de Bruno. Et donc, a posteriori, on peut se dire, putain, il avait raison, ce con de Serge Lager, cette règle de traître, elle a tout changé. Et donc, moi, il y a vraiment un truc de maintenant, quand je bosse avec des gens, quoi qu'il arrive, on fait 50-50, il n'y a pas match en fait. Peut-être que tu as moins bossé que moi, peut-être que j'ai fait des trucs, peut-être l'inverse. On ne connaît pas le poids des idées. Serge Lager l'a dit, et c'est gravé dans le marbre pour toujours. Waouh, c'est toujours dur, mais trop fort. En dessous, on va faire un truc plus léger. Vous n'avez certainement pas joué à Disque Cover de Roberto Fraga et Juan Manuel Rivero, illustré par 73 personnes. Je te vois faire la moue, Simon. C'est pas bien. Non, moi je l'ai découvert avec Vianney, Oui, je sais qu'il aime bien. qui adore ce jeu. On était au jury du flip. Et il dit, j'ai ramené mon Disc Cover, parce que je l'ai toujours avec moi. Et c'est un jeu sur lequel on a juste des très belles cartes. On joue pas exactement avec les règles quand on joue avec Vianney. On a des très belles cartes sur lesquelles il y a juste comme des images de vinyle. On en met 4 sur la table, 1, 2, 3, 4. C'est parti. On met une playlist Spotify au hasard et on vote pour à quoi ça ressemble le plus. Tu sais que j'ai fait une playlist Discover. C'est vrai? Tu tapes le nom du jeu, t'as ma playlist sur bien. Spotify. T'avais fait une playlist Wingspan aussi, je me souviens. Exactement. On peut jouer comme ça, c'est pas mal. Mais c'est un vecteur de trucs que moi j'adore, c'est vas-y, j'ai mon portable, on a mis Deezer ou Spotify, plutôt Deezer parce que Spotify ils ont donné 150 000 balles pour l'investiture de Trump. Mais on a une playlist Deezer, on est comme ça, et c'est parti. Oh, je mets ça, j'ai trop envie de vous faire écouter cette chanson un peu niche. Oh, c'est bien, je la rajoute dans ma propre playlist. À toi, Nico. Oh, vous connaissez cet artiste que vous connaissez certainement pas? Ah ouais, moi j'adore aussi, ah putain. Et en fait, j'ai passé des soirées au flip et après à être comme ça entre personnes, et c'était juste un prétexte, mais plutôt bien fait et assez joli, on est posé, on se fait écouter de la musique, on se fait découvrir des petits trucs. Et j'adore ces moments-là, en fait. Donc là, encore une fois, c'est presque, le jeu est presque pas important dans ce qui se passe, mais nous amène, je dis encore une fois, alors que c'était quand on parlait de Antis dans le C'est Dispo, et donc vous n'avez pas vu cette vidéo, même si le lien est juste ici. Faut arrêter avec ça. Mais le jeu amène un truc que je vis pas en dehors de si jamais j'ai le jeu. J'arrive pas à me dire, vas-y, on est en soirée, chacun met une chanson et on en parle. Non, ça marche pas. Par contre, on joue à Discover, ça marche. Regardez, c'est l'édition première et c'est l'édition parisienne de Anabi. C'est Anabi, hein. Oui, c'est nul. Anabi, hein. Anabi, c'est exceptionnel. Je peux pas y jouer avec Elodie parce qu'on s'engueule. C'est vraiment, avec Elodie, on se fâche jamais. On est un couple extrêmement sain dans notre relation à la colère. On peut pas jouer à Anabi. Vraiment, on n'y arrive pas. C'est honteux. C'est un des plus grands jeux d'Antoine Bozat et on n'a pas parlé de Seven Wonders, de tous ces grands jeux. On n'a pas parlé assez de Ghost Stories il est après. Ouais, cool. Mais c'est vraiment un énorme jeu, Anabi, qui a aussi changé plein de choses. C'est très drôle parce que c'est Anabi et Ikebana. Ikebana, c'est un jeu de pli un peu osef qui a été un peu oublié. Quand Antoine le fait, tu vois, c'était un peu la mode de faire 2 jeux en un alors que c'était jamais une bonne idée. Lui, il est un peu genre, il y a Ikebana, c'est le vrai jeu, et il y a le petit bonus, c'est Anabi. Ikebana, personne ne s'en souvient, Anabi, ils en ont vendu des millions d'exemplaires, littéralement. C'est très très fort, c'est très très beau. Anabi, c'est très poétique dans ce qui se passe. Moi, je m'engueule quand je joue, mais autrement, c'est très très bien. Vous avez vu, j'essaie d'accélérer. Holding On, The Troubled Life of Billy Kerr. Un jeu où on accueille un patient dans un service de merde, comment on appelle quand les gens ils sont presque morts mais pas encore? De gériatrie? Non, de soins palliatifs. De soins palliatifs. Et on essaye de reconstituer sa mémoire. Moi, on me pitch ça, je me dis, je veux jouer à ça, ça a l'air super. C'est poétique, on va chialer en jouant, qui est mon rêve. Moi, je veux pleurer en jouant à des jeux de société. Je pleure en regardant des films, je pleure en jouant à des jeux vidéo. Je veux que les jeux de société me fassent chialer, j'ai envie d'avoir ces émotions. Spoiler, ça n'a pas marché chez moi. Et c'était une grande source de déception. Pardon, je regardais d'autres boîtes et je recomprends. On va reconstituer effectivement la vie de ce mec. C'est assez intéressant, c'est un peu mystérieux. Et derrière, il y a tout un jeu. Et tu te retrouves à être genre, si on le met aux portes de la mort, on a 2 cartes souvenirs au lieu d'une. Vas-y, bam, 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 on le sauve pas pendant 3 tours, comme ça on va récupérer des cartes. Et c'est vraiment le cliché de, ah ouais, en fait, le jeu est plus fort que la narration. Et donc, je vais toujours bizarrement privilégier le jeu plutôt qu'enfin du moins le ludique plutôt que le narratif. Et je vais me retrouver à pas faire ce que j'ai envie de faire et à pas ressentir ce que je ressens. J'ai encore une boîte chez moi, on a fait le premier scénario, on s'est dit, on continuera, on n'a jamais continué. Mais source de déception parce que j'ai l'impression qu'on allait réussir à toucher du doigt ce que je cherche et ça n'est pas arrivé.
Alors, je peux pas ne pas parler de Ghost Stories et Last Bastion quand même. Ghost Stories de Antoine Boza de nouveau. Un jeu où on incarne des taoïstes qui affrontent des fantômes chinois, coopératif. Illustré par Pierrot, édité par Roboprod. Pro Ludo. Pardon, il y a un logo, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être la boîte qui produit. Bref, on s'en fiche, c'est pas intéressant. Incroyable jeu coopératif et comme on n'en fait plus aujourd'hui, la preuve, ils l'ont refait, ça s'appelle Last Bastion et c'était un échec commercial. Pas très joli. Et avec un autre thème. Mais Ghost Stories des coop, comme on n'en fait plus aujourd'hui, parce que c'est dur de ouf, c'est putain de dur, mais c'est vraiment très bien. Des coop avec ce côté de on va jouer, on va se faire défoncer, on va se faire défoncer, on va se faire défoncer, et puis on va progresser et on va comprendre comment mieux jouer. Les règles sont une purge. Moi, c'est quand j'ai travaillé chez Roboprod, j'ai dit oh, c'est dur ça dans Ghost Stories, et on m'a dit bah c'est pas comme ça qu'on joue. J'ai fait quoi? Ok, on a fait 50 parties, on a mal joué 50 fois. Mais vraiment exceptionnel, un très très bel univers. J'allais dire étonnamment parce qu'on l'attend pas trop, on le voit pas trop dans ce genre de truc, plus que j'allais dire étonnamment c'est très joli pour du Pierrot. Mais je veux pas dire que Pierrot ne fait pas du joli travail d'habitude, mais c'est plus moi je fais un jeu sur les moines taoïstes qui affrontent des vampires et des fantômes chinois, je me dis pas j'appelle Pierrot en premier. Et pourtant c'est un jeu sur lequel il a fait un boulot qui est formidable, trop bien Ghost Stories. Si vous trouvez une boîte d'occasion parce que c'est plus édité, achetez-le. Et j'ai des souvenirs vraiment, on a passé des soirées et des soirées à se faire rétamer par le jeu. Jusqu'à ce qu'à un moment on gagne et c'était le meilleur moment, c'est un moment mémorable quoi. Je me souviens du moment où on a gagné quoi. Sans Ghost Stories, The Loop n'existe pas, très très clairement. En termes d'inspiration, c'est l'inspiration première. J'ai oublié, oh là là, on arrive, j'étais un peu genre pas mal, on a presque fini, en fait il reste plein de choses. Notamment on arrive au rayon jeu à deux. Je me concentre pour pas dire des petites anecdotes nulles surtout, mais je vais dire une anecdote bien sur Shoten Toten. Skoten Toten, je sais jamais comment on le prononce. Shoten. Shoten Toten de Rainer Knizia, qui sera le plus borné. J'aime pas les jeux de mots. En anglais, c'est Kill or Be Killed. Ou Kill or Be Kill, je sais plus. Shoten Toten, j'ai un souvenir précis je suis chez Ludovic Papaïs de chez Yellow. Il me dit « Ah, t'as joué à Shoten Toten ?» Je fais « Non ». Il me sort la version Edge qui est dégueulasse. Et on joue à Shoten Toten. Oh, tellement bien. Et derrière, ça devient mon jeu préféré. J'en fais des dizaines et dizaines de parties avec Elodie, avec Ludo, etc. On y joue plein de fois. Et Ludo rencontre Rainer Knizia à Essen, en rendez-vous auteur, et il lui dit bah, les droits sont disponibles. Et donc Ludo dit bah, c'est mon jeu préféré, j'adorerais le faire. Et donc on signe les droits avec Yellow, on le réédite. Et je me souviens que Rainer avait envoyé le contrat signé avec un petit carnet, Goodies Rainer Knizia, avec écrit un petit mot qui disait Ludovic, maintenant tu pourras dire que tu as le plaisir d'éditer ton jeu préféré. C'était un peu élégant, c'est très bien, c'est toujours très bien. L'édition, c'est illustré par Jeep, c'est joliment illustré, l'ergonomie n'est pas toujours extrêmement lisible, c'est un peu dommage, le choix de couleurs et de trucs qui servent à décrire les couleurs n'est pas toujours parfait. Mais waouh, quel jeu! Et c'est un jeu un peu à l'ancienne, dans le sens où il n'y a pas d'artifice, quoi. C'est tu joues, les parties sont toujours les mêmes, mais tu as tout le temps envie d'y rejouer, et à chaque fois que tu y rejoues, c'est toujours super. Vraiment hyper bien. Oh, le rayon A2, il y a trop de trucs bien. J'ai juste envie de dire, jouez à Quarto, jouez à Santorini, jouez à tous ces jeux-là, ils sont tous bien. Mais je ne vais pas le faire pour tous. Les jeux à deux, c'est quand même les jeux auxquels je joue le plus. Allez, je prends 3 jeux. D'abord, il était une fois, avec Canal J, il y a écrit sur la boîte, Atlas Games, 1995. Il n'y a pas d'auteur de crédité. Un jeu de Richard Lambert, Andrew Ralston et James Wallis. C'est mes meilleurs souvenirs de lycée. Il n'y a pas grand-chose dans Il était une fois, on raconte une histoire, petit à petit, pas coopérativement, c'est compétitif, et petit à petit, on va défausser les cartes de sa main. Il était une fois, une grand-mère, j'ai la carte grand-mère, je la joue. Et comme souvent dans ces jeux-là, une grand-mère qui mangeait du riz, et Simon il a la carte riz, interruption! C'est moi qui prends le fil de l'histoire et je continue. Et si à un moment il se perd dans l'histoire, ça passe son tour. Et avec des cartes justement interruption, il était une fois une grand-mère, je joue la grand-mère, non! Tu t'es trompé en fait, c'était le loup-garou. Hop, je joue la carte loup-garou et on avance. Étrangement, enfin pas étrangement parce que je crois que commercialement c'est dur, mais on n'en fait plus des jeux comme ça et ça reste pour moi celui qui le fait le mieux. Mais c'est plus édité. J'ai des souvenirs zinzin de lycée où on s'est marré avec un roi qui vivait dans un pâté de campagne, au lieu d'une maison de campagne. On racontait n'importe quoi, j'y ai joué des milliards de fois. C'est très 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 bien. Je me demande s'il n'y a pas une extension qui est illustrée par Nayad. Oui.
et que c'est son premier taf dans le monde du jeu avec Isla Dora. Et le tout premier, c'était Julien Delval et c'était Nayad qui avait fait l'extension. Ouais. Incroyable. J'adore ce jeu. Et j'adore aussi Farbun de Apolline Jauve. Mais vous n'avez certainement pas joué à Farbun Si. parce que ça ne vous a pas donné envie, pas vous, les gens derrière la vidéo, parce que vous avez vu cette boîte, vous vous êtes dit « Oh, ça a l'air chiant ». Après, vous avez tourné la boîte, vous avez dit « ça a l'air vraiment chiant ». Alors que c'est très très chouette et c'est très beau dans ce qui se passe. C'est, on va associer des couleurs à des mots et il va falloir par la suite se souvenir de quelle couleur on a associé dans un temps un peu long de jeu. Et donc il y a un moment où à la fois il y a un truc un peu joli, un peu révélateur de « Ok Simon, pour toi, l'enfance c'est quelle couleur ?» Ah bah moi je vais jouer vert parce que j'ai grandi dans la nature, c'est marrant, j'aurais pas du tout joué ça, moi j'aurais joué marron parce que j'ai grandi à côté d'une forêt. C'est très nul, mon exemple est nul à chier mais c'est pas grave. Et donc on va raconter petit à petit nos petites histoires, nos petits souvenirs, pourquoi est-ce qu'on a associé à des couleurs, et puis après il va falloir s'en souvenir. Et vraiment il y a un truc de, peut-être que dans 5 ans on dira « Attends Simon, tu te souviens, on avait joué à Farbun ?» Pour toi l'enfance c'est vert non ? Parce que tu as grandi dans... Et vraiment ça crée un truc très joli comme ça. Voilà, cette boîte blanche avec un bandeau de couleurs, elle ne vous raconte pas ça du tout, ce qui est un peu dommage. C'est édité par des Allemands, c'est une autrice française, Apolline, et ça a été édité par des Allemands, étonnant, ramené en France par Acting Games, des Belges, distribué par BlackRock, des Français. Incroyable, on dirait une mauvaise blague. Vraiment, c'est un grand jeu, passé un peu inaperçu, je crois. Ça a été réédité d'une manière un peu différente, en coopératif. Je cherchais le nom, mais je n'ai pas retrouvé. Je ne l'ai pas non plus. Ouais, il y a eu un autre truc. Le truc le plus, le premier jeu de Maxime Rambourg, qui est un des auteurs avec qui je travaille le plus et que j'aime d'un amour fraternel. Je prendrais une balle pour ce type. J'aime pas trop le truc le plus, néanmoins. C'est un peu bof. Ah si, Rumble in the House. Je suis obligé de parler de Rumble in the House. T'as joué à ça, Nico ? Oui. Parce que pareil, c'est passé de mode. C'est un jeu débile, dans le très bon sens du terme. Comment est-ce que ça se passe ? On a une maison qui a été constituée de tuiles. Et on a mis des personnages. Secrètement, on a tiré 2 personnages qu'on incarne, mais on ne sait pas lesquels c'est. À mon tour, je vais déplacer un personnage d'une pièce vers une pièce adjacente. Ou, s'il y a 2 personnages dans une même pièce, je dis « Toi, t'es mort » et tu l'enlèves. Le but, c'est que tes personnages soient retirés les derniers et on score des points dans plusieurs manches. Vraiment, c'est un truc où l'autrice du jeu, elle propose une expérience de jeu dans laquelle il n'y a rien de plus que ça, et c'est tout à fait suffisant. Et c'est Quantrain Moria. C'est un des premiers jeux, je pense, illustrés par Quantrain Moria qui propose une galerie de personnages très drôles. Et je sais pas si vous, moi j'ai joué beaucoup, je sais pas si ça a été le cas quand vous avez joué, mais moi ils avaient tous des noms à la fin. Et donc le Ninja Rose, Paul Furet, Monsieur Poulet, l'Archer Nul, ils avaient tous des noms quand on jouait, je m'en souviens pas de tous, mais... Et il y avait un truc un peu de, attends pardon, le Ninja Rose il meurt en premier en fait, c'est la règle. Donc on se souvenait, le Ninja Rose il survivait rarement, donc quand tu l'avais, tu étais un peu genre, ah, je suis deck, comment je vais faire ça ? Et donc c'est un jeu où il y a une forme de metagame qui s'est créée. Trop chouette. Vraiment un chouette jeu. Je crois que c'est plus trouvable non plus, mais... Si. C'est vrai ? C'est toujours édité ? Toujours. Oh là là, j'apprends des choses, c'est trop cool. Mais jouer à Rumble in the House, c'est vraiment super. Qui c'est qui le fait ? Est-ce qu'il a arrêté Flatline Games ? Atalia, je crois. Ok. Bah trop bien, écoutez, c'est pas à moi de dire quel jeu mérite d'exister ou pas, mais si je faisais une ludothèque idéale, je mettrais Rumble in the House dedans. Et d'ailleurs, transition toute trouvée. Oh là là, Shinobi Wata, mon premier jeu, dans lequel il y avait une carte Ninja Rose, parce que Rumble in the House. C'est vraiment, ouais, c'était un peu une référence à Rumble in the House. Là, c'est la table avec mes jeux, alors il faut que je dise des choses. Et j'ai envie de dire 1000 trucs, raconter toutes les anecdotes du monde, mais ça va être encore beaucoup trop long et j'ai beaucoup trop de choses à dire. Mais je suis auteur de jeux, c'est mon travail et c'est une partie de ma production et de mes bébés. Toujours content de les voir dans des ludothèques, dans des boutiques de jeux, chez les gens. Il y a un truc assez émouvant. Ouais, je vais reparler de Serge Lager, pardon, c'est vraiment un moment émotion. Mais un truc assez émouvant, je trouve, sur imaginer les jeux qui sont joués. Et ça me l'a fait très fort au moment du décès de Serge, où j'étais au double 6 de Saint-Herblain. Et il y avait, mais c'était genre 3 semaines après, des gens qui jouaient à Nidavellir. Et il y avait un truc de se dire, waouh, on a gardé un peu de Serge et on a marqué un peu un truc. Ces gens-là, ils savent pas qu'il est décédé, c'est pas important pour eux. Et je vais pas les voir en disant, vous savez, le jeu auquel vous jouez, c'était mon copain, il est mort. Parce que ça aurait été vraiment horrible. Mais il y avait un truc un peu de se dire, waouh, là je vois des gens qui s'enjaillent, qui s'amusent à Nidavellir, qui est un exceptionnel jeu aussi. Trop bien, il a laissé un truc, quoi. Et donc quand je vois mes jeux un peu, c'est des trucs, j'espère ne pas décéder prochainement, mais il y a un truc un peu de, ok, j'ai laissé une petite trace, il y a un truc qui se passe qui est assez beau.
Et on accueille cette émotion parce que Julien Protière nous l'a appris. Donc trop content de voir Shinobi Wata, Fou et d'autres jeux dans cette ludothèque que je ne connaissais pas avant ce matin. Shinobi, c'est le tout premier et qui a une histoire assez rigolote puisque je le fais sans vraiment vouloir faire des jeux à cette époque-là. J'ai aucune idée de comment ça se passe. Je traîne un peu chez Libellud, donc je vois que les protos, ça existe. Et j'avais déjà fait un truc qui était hyper nul, mon premier jeu, qui s'appelait Leagues, qui était un jeu à rôle caché, qui n'est pas sorti, voilà. Qui était un jeu à rôle caché où tu jouais à la fois un super-héros et un super-vilain, mais tu avais une allégeance, et tu te déplaçais sur un plateau, tu faisais des missions, tu faisais des trucs méchants ou gentils, très inspiré des chevaliers, du coup. Et à un moment, je disais, non mais Nico, t'es un super-vilain depuis le début. Ah non, tu m'as démasqué. Ça marchait pas du tout. Nul à chier. Et à l'époque, je suis étudiant et précaire, et j'ai un petit travail d'été pour payer mes études, qui est bosser chez Micromania, la chaîne de boutique de jeux vidéo qui existe encore, je crois, dans une galerie commerciale perdue à côté de Poitiers où j'ai grandi. J'y vais en bus, c'est l'angoisse, vraiment, c'est pas un très bon boulot d'été, mais ça va payer mon année scolaire de l'année d'après. Super, je pourrais acheter un peu de cartes Magic en plus. Et à un moment, mon boss me dit, écoute Théo, tu travailles bien, je te propose, prends 2 heures de pause déjeuner. C'est ma récompense. Bah, en fait, moi, je suis dans une galerie commerciale à la con, j'ai 2 heures à perdre, j'ai pas de bouquin parce que je n'étais pas au courant, j'ai rien à faire, quoi. Donc je vais m'ennuyer pendant 2 heures, ça va être horrible. Et à l'époque, j'ai mon meilleur pote Eli, qui avait ramené un mahjong, ses parents avaient ramené un mahjong d'un voyage, et il jouait au mahjong beaucoup. Et donc, il y a une sorte de dérivé du rami, et on jouait, j'étais genre, ouais, c'est nul, c'est que du hasard, quoi. Il arrêtait pas de me dire, non, mais ce qui est important, c'est comment on compte les points, les combinaisons, elles font des points différentes en fonction qu'on a fait, et je dis à chaque fois, ok, on joue avec les combinaisons, ah non, c'est trop compliqué. Et pourtant, on avait tout le temps envie de jouer au mahjong, parce qu'il y avait ce truc de tu piochais des tuiles, c'était joli, etc. Et Shinobi reprend ce principe global, qui est aussi celui du rami, de je vais piocher des fossés, est-ce que je pioche dans la défausse, et petit à petit, je vais me constituer une série de cartes que je vais abattre pour réussir à faire des choses. Je fais le premier proto, à l'arrache avec des cartes, et je joue avec David Bonifaci, dont on a parlé hier aussi, un illustrateur de jeux qui gérait un club qui s'appelle le Meeple à Poitiers, qui est toujours un bon copain, mais que j'ai plus trop l'occasion de voir. Je le fais jouer, il me fait oh, c'est bien, tu devrais le montrer à un éditeur qui n'existe plus. Je ne vais pas citer du coup. Et je lui dis, bon, mais je ne le connais pas, moi, ce type. Imagine, il va voler mon idée. Ce qui est un peu une des craintes que les auteurs et autrices de jeux ont au début. Vous inquiétez pas, tout va bien. Et j'appelle Benoît Forger, qui travaille chez Libellud, que je connaissais, pour lui dire, coucou, tu connais ce type? Est-ce qu'il va me voler mon idée? Comment est-ce que je dois faire? Il me dit, ah non, t'inquiète, envoie ton mail, pas de stress. C'est quoi ton proto? Ça m'intéresse, en fait. Et il montait Purple Brain, donc sa précédente maison d'édition. Maintenant, vous le connaissez parce qu'il gère Spaceco, l'édition de jeux pour enfants d'Asmodée. Et je lui montre Shinobi, il me fait bah trop bien, je le fais, c'est trop cool. Et vraiment, moi à ce moment-là, je me souviens, il m'appelle pour me dire oui, je t'envoie le contrat pour relecture. Et je suis genre pardon, on va signer un contrat? Je vais gagner de l'argent avec ce truc? C'est impossible, quoi. Donc je comprenais rien. Et ça me catapulte un peu dans le fait de faire des jeux, alors que vraiment, j'avais pas prévu, c'est un accident de carrière, quoi. Flash forward, aujourd'hui, j'en ai fait pas mal, et c'est ma vie, et c'est grâce un peu à ces gens-là et à ce qui s'est passé. Merci Hugo, le gestionnaire de Micromania, qui m'a donné 2 heures de pause déj. Tu étais un horrible manager, mais ça m'a un peu changé la vie. Et donc Shinobi, il y a un truc de... Quand je le regarde aujourd'hui, il y a plein de bêtises, c'est mal fait sur plein de trucs. Regardez ce dos de boîte nul à chier, avec des tartines de texte, 2 modes de jeu. Vraiment, il y a plein de trucs qui vont pas. Parce que Benoît était, mine de rien, un éditeur débutant à ce moment-là. J'étais un auteur débutant de ouf. Benoît avait plus d'expérience, mais il a progressé incroyablement, et s'il le refaisait, il ne le referait pas pareil. Et parce qu'on a choisi un moment de sortir ce petit jeu qui était un petit jeu de cartes. C'était ma boîte de proto, c'était une boîte de Il était une fois, dans une grosse boîte pour être dans la gamme Smash Up King of Tokyo. Et c'était clairement une bêtise de faire ça. C'était bien too much. Mais en termes de gameplay, c'est pas déconnant. Il y a quelques bonnes idées. Peut-être qu'un jour je le referai. Je vais pas vous parler de tous ces jeux, mais il y en a plein. Je les aime. Bravest et Potion Express, c'est les prochains en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Détective Charlie est une licence hyper importante pour moi, qui a un peu changé ma vie. Jeu d'enquête pour enfants développé avec les Feuillards, Stéphanie et Marie, et qui est un truc qui habille beaucoup mes semaines, mes journées. On travaille beaucoup sur la gamme. Et on a sorti cette année ce livre chez Fleurus, que j'aime beaucoup. J'aime bien votre sélection parce qu'il y a les 3 petits jeux faits pour Accessi Jeux, où chaque année je fais un marathon caritatif pour l'association Accessi Jeux, qui adapte les jeux pour les déficients et déficientes visuelles. Et chaque année on fait un jeu avec Erwin, et cette année aussi avec Clément et Elodie, qu'on auto-édite avec Philibert, qui va le produire et le vendre que pendant la journée du marathon, et tout l'argent va à Accessi Jeux.
Donc c'est des jeux à la fois où je suis content de ce qu'on a fait, je préfère 61 feuilles, c'est mon préf. C'est un peu ce que je disais avant, le 61 feuilles est le plus simple, on a un peu trop complexifié, un peu moins complexifié, mais c'est toujours la simplicité qui me plaît le plus. Les autres sont pas déconnants pour le coup. Et c'est des jeux qu'on vend que pendant l'occasion et tout l'argent va à Access Jeux. Donc il y a un truc émouvant dans le je suis content des jeux et puis bah, c'est un beau truc, c'est une belle action, ça se passe bien, on récolte des sous, c'est assez important au final dans mon année aujourd'hui. C'est un truc qui prend un peu de place et je suis content que ça prenne de la place. Et dans cette sélection, on a aussi District Noir. Mais pourquoi y a-t-il District Noir, Théo? C'est un jeu de Naoshi Mamoru et Nobutake Dogen. C'est bizarre, parce que c'est édité par Spiral Edition. Et Spiral, c'est une boîte que j'ai co-créée avec 3 autres personnes, dont Mathias, que vous voyez régulièrement, Guillaume et Yannick, que j'embrasse évidemment. Et c'est marrant, parce qu'il y a des gens qui le découvrent encore. Enfin, c'est marrant, c'est cocasse. En partie parce qu'au début, je ne voulais pas le dire. Je sais pas, il y avait un truc de... J'avais peur que les gens me disent « Ah non, mais tu fais trop de trucs. » Et puis bah, tu peux pas être auteur, éditeur, c'est trop de boulot, ça peut pas marcher. Puis quoi, tes protos, tu vas les montrer à Spiral d'abord, nous on aura que les merdes. Vraiment, j'avais peur que le milieu juge ça, alors que, en plus, dans l'absolu, moi ça me prend un temps pas conséquent dans la semaine. Je bosse sur Spiral un peu tout le temps, mais bah, 1, on n'édite pas mes propres jeux, et 2, bah, c'est Mathias surtout qui s'occupe de la boîte. Et donc, mais au début, je l'ai caché un peu. Il y avait un peu un truc de c'était pas un secret, si je voyais des copains, je pouvais leur dire, mais j'en parlais pas publiquement. Et puis après, je me suis rendu compte que c'était con, que tout le monde était relax avec ça, personne m'a embêté dans le milieu. Et puis il y avait un peu un truc de pardon, on a fait District Noir, nommé à l'As d'Or, c'est notre premier jeu, on est content, je suis un peu fier de ce qu'on a fait, très beau boulot, Vincent Rocher a fait des illustrations que je trouve magnifiques. Ouais, j'ai envie un peu un truc d'égo nul, mais j'ai envie de jouir un peu de cette popularité et du fait qu'on a bien bossé. Donc vas-y, attends, je vais le dire que c'est moi aussi. Donc maintenant je le dis, et je suis content, c'était une occasion, et ça boucle avec le début de cette vidéo, qui sera peut-être pas le début, mais avec les jeux chez Yellow sur lesquels j'ai fait de la gestion de projet et de la direction artistique, même si j'ai pas fait la DA de District Noir. Ça boucle un peu sur ce plaisir de revenir aussi vers le plaisir de la maison d'édition, de bosser un peu sur des concepts qui sont pas les miens, de faire du développement, de réfléchir, tout ça. Donc trop content que Spiral existe. Derrière, il y a Boréal qui est pas là mais qui est ici. Et puis il y a Présage qui arrive bientôt, qui est le prochain de Maxime Rambourg. Et là, c'est le bingo du jackpot, quoi. C'est édité par Spiral, où je fais cette boîte avec 3 copains. Maxime Rambourg, qui est un très bon ami et qui est clairement un des auteurs avec qui je préfère bosser. Illustré par Ben Renaud, qui est un très bon copain aussi. Voilà, quel plaisir de bosser sur ce jeu. Donc, ouais, l'entre-soi complet. Donc j'ai vraiment hâte que ça arrive, quoi. Donc non, très content de cette expérience et cette aventure en plus. Voilà. Putain, j'ai été trop bavard encore. Hein. Ah, j'avais un truc quand j'étais gamin, mes parents ils m'avaient offert un espèce de set d'archéologie où il fallait faire du moulage comme ça. Puis comme mes parents ils jouaient pas trop avec nous, je l'ai jamais fait. Je l'ai retrouvé il y a pas longtemps, tu sais, il était encore presque neuf, tu es ouvert genre le jour de Noël, un peu gratté et fait oui, on le fera plus tard, et puis on l'a jamais fait, quoi. Oh, l'enfance triste. Non, en vrai, je suis très content parce que j'ai une grande sœur avec qui j'ai beaucoup joué, avec qui on partage encore l'amour du jeu. Mais je me suis rendu compte tardivement qu'effectivement, avec mes parents, on n'avait pas ce plaisir de l'activité ensemble. On faisait plein de trucs et c'était globalement chouette. J'ai plutôt une belle enfance, aussi considérant que j'ai vraiment grandi dans un milieu assez pauvre financièrement. On a fait plein de trucs et je garde des très bons souvenirs de mon enfance, mais le jeu ensemble, vraiment, c'est un truc qu'on n'a pas fait, quoi. Je l'ai découvert, je raconte souvent cette anecdote, pardon, je suis reparti, quoi, avec Règlement de compte de Dominique Erhardt, un jeu Parker Brothers où on joue des gangsters et on se doit se mettre sur la gueule. Et je le voulais grave parce que la pub télé était trop bien. Et je l'ai eu une fois à Noël ou à un anniversaire, et c'était un 3-5 ou un 3-6 joueuse. Du coup, j'ai jamais joué parce qu'on ne pouvait pas jouer, j'étais que 2 avec Léa, ma sœur. Et plus tard, il y a des gens qui m'ont dit pourquoi t'as pas joué avec tes parents? Et alors je me suis dit, c'est vrai ça, pourquoi j'ai pas joué avec mes parents, quoi. Donc j'ai jamais joué à Règlement de compte, il faudrait que je joue un jour. J'ai retrouvé la boîte. Voilà une conclusion un peu triste, mais néanmoins tout va bien. Aujourd'hui je suis stable psychologiquement et je suis heureux. Faites la même chose. Soyez gentils et gentilles, abonnez-vous.